Bonjour le Bénin, bonjour à toutes et à tous. Ce matin encore, nous allons parcourir ensemble l'actualité sous différents angles avec des regards croisés et des invités de qualité. D'abord, la politique à l'approche de l'élection présidentielle, les lignes bougent, la majorité semble déjà lancée. L'opposition cherche encore son duo candidat et l'administration fiscale se retrouve malgré elle au cœur du jeu avec la délivrance du quitus fiscal. Que faut-il comprendre de toute cette tractation déjà bien entamée? Notre invité, l'expert électoral Rufin Godio, nous donnera sa lecture du moment. Ensuite, la santé. Donner la vie est une expérience unique, mais parfois fragile. Derrière la joie visible des grossesses se cachent bien souvent des angoisses et des tempêtes intérieures dont on parle bien trop peu. Quelle importance accorder à la santé mentale de la femme enceinte et quel accompagnement mettre en place pour la protéger? Ce sera notre question santé avec Madame Santé. Puis un détour par événement à la une. Aujourd'hui, le monde entier célèbre la journée mondiale du rêve. Ces éclats d'espérance qui nous portent, ces visions qui transforment nos destins méritent d'être mises en lumière. I have a dream, disait Martin Luther King. Et si nos rêves étaient le véritable moteur de l'humanité? Patrick Jossou nous entraîne dans cette réflexion avec une invitée qui a su réaliser le sien. Le Bénin en mouvement avec la mémoire retrouvée sera également au cœur de cette émission. On parle d'une reine longtemps absente des livres d'histoire, Tassi Ongbe, figure effacée, mais aujourd'hui réhabilitée. Son héritage inspire la création artistique et s'inscrit dans la vision du Bénin de mettre en valeur son patrimoine et ses figures oubliées. Un pan de culture et de tourisme mémoriel que nous allons explorer avec Amandine Agnambossou. Enfin, nous parlerons d'éducation aux médias, car si les réseaux sociaux ouvrent des portes sur le monde, eh bien, ils exposent aussi les enfants et les jeunes à des dangers, notamment le cyberharcèlement, la dépendance au contenu inadapté. Comment protéger leur innocence et préserver leur avenir dans cet univers virtuel parfois trompeur? Nous en discuterons avec nos invités. Tout de suite et maintenant, le premier grand format de l'actualité sur Bénin TV, c'est avec Génial Afouda Moussi Abouka, c'est le bulletin d'information. Le bulletin d'information, une présentation, disais-je donc, de Génial Afouda. Bonjour Génial. Bonjour Aman. Comment allez-vous? Bien vous-même. Ça va, ça fait plaisir de vous recevoir. Comme d'habitude, vous le savez. Évidemment, c'est vous qui nous servez le petit déjeuner informatif. On va bien déguster cela. J'espère que c'est un plat fumant que vous nous apprêtez. Oh oui, préparez-vous. Alors, mesdames, messieurs, bonjour. Direction Bantais, où les populations de Gouka ont mené une campagne de salubrité dans la localité. C'est à l'initiative de l'association de développement IREDE de Gouka. L'idée est d'inculquer aux populations les bonnes pratiques pour maintenir l'environnement sain. Pierrette Adam aussi et Canel 4 pour nous en dire plus. Hommes, femmes et jeunes de l'arrondissement de Gouka sont tous mobilisés. Balais, râteaux, coupe-coupe en main, ils s'appliquent à nettoyer les voies, les places publiques, des établissements scolaires et autres alentours de leur localité. Le but, c'est le développement donc, de la localité, que disent de l'arrondissement de Gouka. Et tout ce que le président fait concourt au développement donc, de la localité. La propriété étant la pierre angulaire de la santé, dès que les endroits seront propres, je crois que nous allons conjuguer au passé les différentes formes de maladies. Je suis très content de l'œuvre que le président de l'association est en train de mener. C'est une fierté pour la population. On lui demande encore de continuer sur son travail. On a aussi besoin de son aide, surtout au niveau des matériels. On n'a pas assez de matériel pour notre travail. Je remercie d'abord le président de l'association avec son équipe pour le travail qu'il fait tous les jours à l'endroit de la population. Ce n'est pas seulement l'école seule qui envoie des gens pour nettoyer. Il y a les places publiques. L'équipe là s'en charge pour le nettoyage de l'arrondissement, des places publiques de la localité. Donc nous le remercions très infiniment. Je remercie le président de l'association de Gouka, M. Sassinou Rahimi, d'avoir initié cette initiative que nous tous nous sommes en train de bénéficier dans le village de Gouka. L'association IREDE de Gouka veut, à travers cette campagne de salubrité, inciter les membres de la communauté à s'engager activement
à maintenir leur cadre de vie propre afin de prévenir les maladies liées au manque d'hygiène et à l'insalubrité. La commune de Savalou va bientôt disposer d'un monument important. Son nom, la Porte du Grand Retour. Le site devant accueillir le monument a été identifié et remis officiellement. C'était au cours d'une cérémonie qui a mobilisé autorités locales, dignitaires et bien d'autres invités. C'est ici, en face du Panthéon de la résistance panafricaine, que sortira de terre dans quelques mois la Porte du Grand Retour. Un important projet de Sa Majesté Gamfon Gagnon Tofa Bagidi XV, roi de Savalou, inspiré par la politique gouvernementale visant à renforcer les liens entre les Afro-descendants et leurs terres d'origine. Cette porte que Sa Majesté a voulu ériger n'est pas qu'un simple monument. Elle est un appel de la mémoire, une main tendue du présent et un engagement pour l'avenir. Elle est d'abord un appel de la mémoire. Mémoire de l'histoire douloureuse de la traite négrière. Mémoire des souffrances et des arrachements. Mémoire des générations privées de leur terre natale. Elle nous rappelle ce passé qui ne doit jamais être oublié. Sa Majesté, en érigeant donc cette porte du Grand Retour, permettra donc aux siens de retourner au bercail. Nous voudrons ici dire que c'est tout autant plus grand pour nous en bénissant les ancêtres, mais surtout en disant merci à son Excellence, le Président de la République. À travers cette future porte du Grand Retour, Savalou emboîte donc le pas au chef de l'État en ouvrant royalement la voie aux Afro-descendants du monde entier. Derrière ce projet qui va permettre d'ériger le monument du Grand Retour, non seulement on aura le Grand Retour, mais il aura un lien derrière. Il y aura un renforcement de la coopération entre le Bénin et les enfants des lieux de déportation. Une opportunité à saisir, une page qui se referme et une autre qui s'ouvre. Celle de l'irréversibilité de la traite négrière. Ce jour, il est vraiment important pour moi. Dès mon retour, c'est de parler de ce que j'ai vécu, de mon expérience, de mes découvertes. Leur dire qu'on a un lieu ici, que les portes sont ouvertes et la porte se trouve à Savalou. Les différentes personnalités reviendront sur ce site en octobre prochain pour poser la première pierre du moment à naître. Après une première édition dédiée aux langues locales, le hackathon Intelligence artificielle revient cette année avec une thématique cruciale, le foncier intelligent. 16 équipes de jeunes talents béninois planchent sur des solutions numériques capables de moderniser la gestion du foncier au Bénin. Reportage. Ils étaient 178 à postuler, mais seulement 16 équipes de jeunes talents béninois ont pu décrocher leur place dans l'arène du hackathon IA édition 2025. Durant 3 jours, ces équipes vont réfléchir, coder et innover afin de proposer des solutions numériques capables de simplifier et de moderniser la gestion du foncier au Bénin. Il y a des informations mises à la disposition des équipes par la NDF, qui est notre partenaire, donc l'Agence nationale des domaines du foncier, notamment des relevés topographiques, un certain nombre de documents techniques que vont exploiter les équipes et pouvoir proposer des outils simples qui facilitent la sécurisation du foncier au Bénin. Donc nous voulons un numérique, grâce à l'intelligence artificielle, qui soit au service des usagers et qui permette au service public béninois d'être encore plus performant chaque jour. J'aimerais particulièrement... Le hackathon IA se positionne comme un véritable tremplin pour l'innovation et constitue une opportunité pour les jeunes développeurs qui rêvent de contribuer concrètement à la transformation digitale du pays. Cette deuxième édition bénéficie du soutien de plusieurs partenaires dont la NDF, la coopération luxembourgeoise à travers l'USDEV et l'opérateur mobile Celtis. Lorsque l'on code, lorsque l'on travaille sur des solutions qui sont techniques, elles appellent à beaucoup de ressources et donc Celtis accompagne la CIN en couvrant le site technique, en apportant de la connexion au débit pour que
les développeurs, les designers autres puissent s'exprimer sans avoir de latence, sans avoir des problèmes de connexion. Ce hackathon illustre notre volonté commune de créer un espace d'expérimentation et de collaboration où des solutions concrètes pourront émerger pour répondre cette fois-ci aux défis du foncier. J'invite chacune et chacun d'entre vous à faire preuve d'audace, de créativité et à proposer des solutions concrètes qui pourront inspirer d'autres secteurs au-delà du foncier. C'est parti pour 72 heures intenses de créativité et d'ingéniosité. Et au-delà des prix à gagner, les meilleurs candidats décrocheront des stages au sein de l'ASIN. Ces stages pourraient même déboucher sur un recrutement. La nutrition reste un enjeu majeur de santé publique, notamment pour les enfants et les femmes enceintes. Pour faire face à la malnutrition et à ses conséquences, le gouvernement béninois a lancé le programme de supplémentation nutritionnelle des 1000 jours de l'enfant. Le directeur général de l'Agence nationale de l'alimentation et de la nutrition nous édifie davantage sur les objectifs et la portée de cette initiative. Il est au micro de Saint-Tiche Quincpon et Patrick Benou. Les 1000 premiers jours, c'est la période qui sépare la conception de l'enfant jusqu'à ses 2 ans. C'est une période critique où se forme pour l'enfant tout le potentiel, tout le capital de santé pour sa vie. Et toutes les facultés cognitives sont développées pendant cette période. Donc c'est une période critique sur laquelle il faut agir pour assurer que l'enfant se portera bien dans le futur et qu'il a un capital correct. Donc le programme de supplémentation nutritionnelle des 1000 premiers jours a été lancé par le gouvernement pour répondre aux défis persistants que l'on a notés dans le domaine de la nutrition au Bénin. Parce qu'on a constaté que la prévalence de la malnutrition durant les 10 dernières années ne s'est pas améliorée, mais au contraire, ça a tendance à se dégrader. Donc, à titre d'illustration, nous notons que plus du tiers des enfants de 0 à 5 ans souffrent de retard de croissance et un peu moins de 10% des enfants de cette même tranche d'âge souffrent de malnutrition aiguë. Donc, la situation est alarmante et demande qu'on prenne une solution plus pragmatique pour mettre fin à ce phénomène qui est en train de dégrader l'avenir de nos enfants. Donc c'est pour cette raison que le gouvernement a considéré qu'il faut un projet novateur, un projet qui va compléter les interventions qui sont déjà en place en ce qui concerne la lutte contre la malnutrition, mais un projet qui va dynamiser ces interventions-là de façon à faciliter la production d'impact dans le domaine de lutte contre la malnutrition. Ce que nous apportons aux populations, c'est des suppléments nutritionnels pour les femmes enceintes, les femmes allaitantes et les enfants de 6 mois à 2 ans. Ce que le programme apporte, c'est la gratuité des frais de consultation prénatale pour inciter nos populations à fréquenter les centres de santé pour pouvoir bénéficier des suppléments nutritionnels qui leur sont offerts. Et la troisième chose que nous offrons dans ce programme, c'est toute la campagne d'information et de communication à l'endroit de toute la population pour susciter des changements de comportement en faveur de la promotion de la bonne nutrition. Nous avons une approche de mise en œuvre graduelle dans toutes les communes où le projet est implémenté, que les enfants proviennent de familles aisées ou de familles modestes, ils ont tous droit aux suppléments nutritionnels. Une mobilisation de plus pour Romuald Wadani avant l'investiture du 4 octobre prochain. Le candidat de la mouvance présidentielle a désormais le soutien de la jeunesse Kobourou, un soutien affiché avec l'Assemblée générale de mobilisation du fan club dénommé Waro 26. Michael Noati et Dorcas Tito Challenge. Est-ce que vous êtes tous enregistrés sur la liste électorale? Le rassemblement de Parakou met en avant l'enrôlement des électeurs. Les jeunes du fan club Waro 26 réaffirment leur soutien à Romuald Wadani pour la présidentielle de 2026. Aujourd'hui, nous affirmons haut et fort que la jeunesse béninoise refuse la résignation. Elle veut prendre sa place.
Elle veut faire entendre sa voix. Et parce qu'un mouvement a besoin d'un leader, nous portons notre choix sur Romuald Guadaï. En lui, nous voyons le sérieux, la compétence et la vision nécessaire pour poursuivre et amplifier ses acquis. Je pense que c'est un espoir pour la jeunesse. Je pense que plusieurs ici connaissent son parcours. Les objectifs, nous aurons à sensibiliser, nous aurons à aller sur le terrain, apporter une certaine aide aux populations sur diverses activités que nous allons décider tous ensemble. Au programme, plusieurs activités avec la ferme volonté de ces jeunes de mouiller le maillot pour atteindre leurs objectifs. C'est pour mobiliser les jeunes, les faire travailler. Quand je parle de travail, c'est les amener à sensibiliser le maximum de personnes, de pouvoir choisir le 11 janvier, de pouvoir voter. Parce que qui dit vote, dit carte d'électeur. Et qui dit carte d'électeur, on remonte sur Ravip. C'est toute une chaîne. Il faut déjà s'enrôler, s'enregistrer sur la liste électorale. Prochaine étape, descendre sur le terrain afin de sensibiliser les populations, en particulier celles qui ne se sont pas encore enrôlées. Une réalité préoccupante en dépit des efforts déployés ces dernières années, c'est le travail des enfants. Il reste toujours pesant dans plusieurs régions du Bénin. La deuxième session ordinaire du comité directeur national de lutte contre le travail des enfants de l'année 2025 est l'occasion pour les acteurs impliqués dans la lutte de faire le point des travaux. Gloria Oni. Selon les résultats de l'enquête mixte de 2022, le taux de prévalence du travail des enfants s'élève à 19,9%, soit près d'un enfant sur 5 est encore soumis à une activité économique précoce, souvent au détriment de son éducation, de sa santé et de son développement personnel. Cette session s'inscrit dans une dynamique de réalisation des objectifs de développement durable. Ces interventions ont permis le retrait effectif de 1500 enfants exposés aux pires formes de travail. Par ailleurs, les actions de mobilisation communautaire conduites quotidiennement par les directions départementales et les organisations de la société civile jouent un rôle essentiel dans la sensibilisation et l'adhésion des communautés à la lutte contre le fléau. Cette statistique, bien qu'en baisse par rapport aux années précédentes, reste alarmante et nécessite une mobilisation constante. Certains départements comme le Koufo, le Plateau, la Liborie et le Borgou continuent d'être particulièrement touchés. C'est avec fierté que nous pouvons affirmer que nos travaux ont abouti à des résultats concrets et ce, grâce à nos actions concertées et harmonisées. Des actions concrètes ont toutefois été entreprises. Campagne de sensibilisation, programme de réinsertion scolaire, appui aux familles vulnérables. Prendre des mesures immédiates et efficaces pour éradiquer le travail forcé, mettre fin à l'esclavage moderne et à la traite des êtres humains, et assurer l'interdiction et l'élimination des pires formes de travail des enfants, y compris le recrutement et l'utilisation d'enfants soldats d'ici à fin 2025. Ces initiatives témoignent d'une volonté politique et communautaire de rompre le cycle de la pauvreté et de favoriser une société plus juste où chaque enfant a la chance de construire son avenir sur les bancs de l'école. Journée scientifique de la santé, des soins gratuits sont offerts à la population de Bopa. Dans le Mono, le centre de santé de la localité accueille les patients pour des consultations médicales et chirurgicales foraines. Évariste Zomanhon et Samira Tchabimani pour les détails. Les journées scientifiques des sciences de la santé FSS, une véritable aubaine pour les populations de la commune de Bopa, limitées par les moyens financiers, mais nombreuses dans le besoin d'une prise en charge spécifique. C'est hier, j'ai su qu'il y a des médecins qui vont passer au siège de Bopa. Ça s'est bien passé, j'ai été bien reçu. On m'a donné les indicatifs qu'il faut. Donc, on m'a aussi prescrit les médicaments. Je tiens à les remercier beaucoup
pour ce qu'ils sont en train de faire pour la population béninoise et de continuer encore dans d'autres communes pour pouvoir sauver des vies. L'équipe composée de professeurs de la FSS, d'étudiants et même du personnel administratif, à travers cette action sociale, se rapproche des localités défavorisées où les services de santé semblent inaccessibles. C'est vraiment une aubaine, une opportunité pour nos communautés et de recevoir cette mission pour des soins et des consultations spécialisées. Donc nous avons fait la mobilisation afin que ça puisse vraiment profiter à la population. Tous les élus de Bopa sont des agents sociaux. Où un cas grave se présente, il faut mettre la main à la poche. Je remercie la FSS pour avoir choisi ma commune, pour venir jusqu'à nous. Vous allez voir des pathologies qui vont vous dépasser, des maladies inexplicables mais qui vont vous dépasser. C'est pourquoi vous avez vu l'engouement qu'il y a depuis. Certains ont dormi même ici. Les populations ont massivement répondu à ce rendez-vous qui leur offre presque tous les services de santé gratuitement. Ici, j'ai en charge tout ce qui concerne les échographies, que ce soit les échographies obstétricales, que ce soit les échographies du corps entier, c'est-à-dire abdomen, thyroïdienne, comme c'est le cas actuellement, prostatique, hépatique, rénale, voilà. Nous sommes très honorés, satisfaction complète de voir que nos populations sont sorties et que les pathologies, les maladies auxquelles nous avons pensé, nous les trouvons. Ça veut dire que ces maladies étaient cachées dans la population et qu'ils étaient dans le besoin d'avoir le conseil et d'avoir les soins des spécialistes que sont les enseignants de la FSS. Certains patients bénéficieront de soins plus approfondis dans les tout prochains jours. On parle sport, clap de fin pour la Ligue professionnelle de handball 2025 au rôle des arts de Cotonou. Flowers a confirmé sa suprématie chez les dames. Pendant ce temps, Adidja s'est offert un retour triomphal chez les hommes. Une double finale intense à revivre dans ce reportage signé Blaise Adampo. Après plusieurs jours de compétition intense, les finales du championnat national de handball ont livré le verdict au hall des arts et loisirs. Nos équipes féminines ont été extraordinaires. Nos équipes masculines ont été vraiment extraordinaires. Ça a été un beau spectacle. En finale dames, Flowers affrontait Aspac dans un duel de géants du handball béninois. Menées de 4 buts à la pause, les joueuses de Flowers ont pourtant trouvé les ressources nécessaires pour renverser la vapeur en seconde période. Score final 28-23. Les dames de Flowers conservent leur couronne nationale. Aspac nous a mené de 6 points de quart, comme vous-même vous l'avez vu. Ils ont cru qu'ils étaient champions. Vous avez vu notre réaction, on n'a pas paniqué, on ne s'est pas agité, on est resté calme. On a suivi la consigne du coach et c'est ça qui a permis que nous gagnions. Chez les hommes, l'affiche a tenu toutes ses promesses. Adidja retrouvait son rival de toujours, Flowers, pour une finale arletante. Après une première partie équilibrée 14-14, les deux équipes se sont neutralisées jusqu'à la dernière minute du temps réglementaire. La décision est finalement tombée en prolongation. Au terme d'un suspense insoutenable, Adidja s'impose d'un petit but 33-32 et retrouve un titre perdu la saison dernière. Au-delà du spectacle sportif, ces finales consacrent le handball béninois et renforcent l'attractivité de la ligue professionnelle. Nous arrivons aujourd'hui à ce résultat parce que, comme vous pouvez le remarquer, la fédération a misé également sur la formation de tout un chacun des acteurs de ce milieu et je crois que nous avons les résultats qui vont avec et c'est tout un satisfait pour nous. Flowers et Adidja, champions 2025, inscrivent une nouvelle page de l'histoire du handball béninois avec un rendez-vous déjà pris pour la saison prochaine. Un réel plaisir de vous avoir présenté ce bulletin. On espère que vous avez apprécié, vous aussi j'espère. Voilà. Absolument, génial. C'est toujours un plaisir quand vous êtes là pour nous servir le bulletin d'information. On se retrouve demain. Merci beaucoup. À demain sur Bonjour le Bénin. Tout de suite, première escale, c'est avec Yasmine Damata. Je vous l'avais annoncé, avec elle, on va parler de la santé mentale chez la femme enceinte.
Donner la vie, eh bien, c'est le plus beau parcours qui soit, mais aussi l'un des plus fragiles. Derrière le sourire d'une femme enceinte, il y a parfois des doutes, des angoisses, des tempêtes intérieures dont on parle trop peu. La société célèbre souvent le ventre arrondi, la promesse d'une nouvelle naissance, mais elle oublie que l'équilibre psychologique de la future maman est tout aussi précieux que sa santé physique. La grossesse n'est pas seulement une aventure biologique, c'est aussi une traversée émotionnelle jalonnée de joie, de vulnérabilité, parfois de solitude, alors quelle place accorder à la santé mentale de la femme enceinte, quel accompagnement mettre en place pour lui offrir sérénité et soutien tout au long de ce voyage unique. Madame Santé nous dit tout. Bonjour Yasmine. Bonjour Rodrigue et mon ami. Comment allez-vous? La pleine forme, puisqu'aujourd'hui on parle encore de la femme. Oui. Comme bien souvent par ici. Hein. J'ai rarement entendu parler des hommes, mais bon, c'est pas grave. On va y venir. Continuons pas parler des femmes. Bonjour fidèles téléspectateurs, bonjour aux fidèles téléspectatrices. Et oui, aujourd'hui, on parle de la femme enceinte. Oui, ce moment où la femme, elle est vraiment bouleversée parce qu'elle ne sait pas tout ce qui lui arrive. Elle n'arrive pas à gérer ses émotions. Et pour en parler, nous avons sur ce plateau un médecin spécialiste en périnatalité. Bonjour, Dr Myriam Akowano. Bonjour, Madame Yasmine. Bonjour, monsieur. Bonjour. Un plaisir de vous revoir encore sur ce plateau. La dernière fois, c'était pour parler des enfants. Oui. Aujourd'hui, c'est pour parler des femmes enceintes. Vous qui recevez ces femmes, dites-nous, est-ce que généralement, quand vous les recevez, vous avez de ces femmes qui disent qu'elles sont souvent négligées? Merci pour la question déjà. Il faut dire que la santé mentale, déjà en général, est un sujet quand même assez stigmatisant. Et quand il s'agit de la santé mentale pendant la grossesse, c'est quelque chose qu'on n'aborde pas très souvent. Il y a beaucoup de femmes qui souffrent en silence pendant cette période, mais qui eux-mêmes n'osent pas forcément le dire. Et il y a aussi le fait que l'entourage ou les professionnels de la santé du plan somatique n'arrivent parfois pas à identifier qu'elles sont en souffrance et pouvoir les orienter. Donc oui, il y a quand même cette négligence-là au niveau de la santé mentale pendant cette période. Mais est-ce qu'il y a des signes pour identifier, pour voir qu'une femme est en souffrance, qu'elle a des difficultés, qu'elle est fragile? Déjà, il ne faut pas attendre que les signes soient présents afin d'accompagner. Il faut déjà connaître tout ce qui est facteur de fragilité psychologique, parce qu'il y a des facteurs qui sont des facteurs à prendre en compte chez certaines femmes. Et donc, quand c'est pris en compte, on n'attendra pas que les signes apparaissent. Quoique, quand les signes sont là, on les accompagne. Ces facteurs sont connus et la plupart du temps, quand nous rencontrons en consultation une femme qui vient, par exemple, pour une énième grossesse après plusieurs fausses couches, déjà, quand on parle des antécédents personnels médicaux de cette femme, le professionnel somaticien, la sage-femme, devrait se dire « Ah, cette femme a déjà perdu beaucoup de bébés, il faut quand même qu'on l'accompagne, même si on n'a encore rien identifié. » Il y a des grossesses qui surviennent après un viol, par exemple, un inceste. Il y a des grossesses qui surviennent après des événements tragiques. Il y a des grossesses aussi qui sont longtemps désirées, qui ont fait un parcours de procréation médicalement assistée. Donc, c'est des types de grossesses qui devraient systématiquement être orientées pour un accompagnement sur le plan de la santé mentale. Et quand on identifie en consultation une femme qui a beaucoup d'inquiétudes quant à son bébé à naître, quant à son devenir, qui est repliée sur elle-même, qui a tendance à être un peu trop dans la tristesse avec des soupirs un peu. Quand la sage-femme ou le gynéco ou toute professionnelle qui l'accompagne, le médecin identifie, mais là, elle a quelque chose qui semble un peu particulier. Il faudra orienter vers le professionnel de la santé mentale qui t'a fait une première évaluation et dit elle a les ressources nécessaires pour continuer ou il faut qu'on l'accompagne un tout petit peu pour pouvoir tenir. Justement, Edmond, avant qu'on nous continue dans le sujet, je nous invite à suivre cet élément sur la femme enceinte et son état de santé. La grossesse est une période de bonheur intense. Pourtant, derrière cette image idéalisée, de nombreuses femmes traversent des moments de doute, d'angoisse et de solitude. Selon l'Organisation mondiale de la santé, une femme enceinte sur 5 présenterait des troubles liés à la santé mentale. Comme beaucoup, Angèle et Batoul ont connu ces moments de fragilité. Pendant leur grossesse, elles ont parfois ressenti de la peur et une grande fatigue émotionnelle. Pour la première grossesse, j'avoue, je n'étais pas du tout confrontée à autant de difficultés. Mais avec celui-ci, c'était un peu plus complexe et le stress était à un niveau un peu plus élevé.
J'étais venue faire des analyses, j'ai oublié le nom exactement de ce que j'avais fait. Et dans la matinée, le taux a révélé que bon, il n'y avait rien de signe de criard. Mais après mon retour à la maison, j'ai commencé à ressentir des douleurs au niveau du bas-ventre. J'ai eu peur. J'ai appelé la gynéco, j'ai appelé le docteur qui m'a envoyé dans une clinique proche dans la zone, là où j'étais partie. Et elle m'a demandé de refaire la même analyse. À ma grande surprise, je le fais, mais cette fois-ci, je vois qui était très très élevé. J'ai pris peur. Je lui ai dit, docteur, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est une fausse couche encore? Et elle m'a dit, non, mais pourquoi vous dites ça? Rien ne va se passer. Elle m'a prescrit une ordonnance à distance. J'ai couru rapidement vers la pharmacie. J'ai pris les médicaments. Parce qu'au moment où nous parlons, c'était en soirée déjà. J'ai pris les médicaments. Le temps qu'elle me demande de revenir le lendemain, ou 2 jours après, je crois, pour une consultation. Et voilà, ma grande surprise était là et tout était bien, l'enfant se portait bien et tout s'est bien déroulé. Je n'allais pas pouvoir tenir. Le seul moment que je n'ai pas aimé, c'est le fait que je suis restée dans la maison toute la période à cause du séclage. J'étais toujours couchée. C'était pas agréable. Parce qu'il y avait aussi le dos qui me faisait mal et j'avais aussi les 2 côtés. Parce qu'il suffisait de se coucher à gauche, à droite. Pas sur le ventre, pas sur le dos. Disons que c'était une grossesse vraiment voulue. Donc j'allais, à cause de mon bébé, dire que bon, c'est juste pour un temps. Pour les spécialistes, la grossesse bouleverse autant l'esprit que le corps. Stress, anxiété, troubles du sommeil ou tristesse persistante sont des signaux d'alerte à ne pas négliger. Les bouleversements psychologiques au cours de la grossesse sont dus déjà à plusieurs facteurs. Vous avez les modifications hormonales. Par ça, il y a l'adaptation de la femme, la nouvelle maman, la future nouvelle maman à la grossesse. Ça aussi, ça fait des bouleversements, ça crée un stress chez la femme et ça peut causer ces bouleversements-là. Et en dernière position, vous avez les facteurs psychosociaux, c'est-à-dire l'environnement de la femme. Une femme qui a une santé mentale stable au cours de la grossesse, elle s'entretient bien, elle a une bonne hygiène alimentaire et elle est en bonne santé avec son bébé. Alors, une femme qui a des troubles psychologiques au cours de la grossesse, elle peut avoir un déni de la grossesse, un rejet de son corps suite aux modifications physiologiques et physiques de son corps. Elle peut avoir des idées suicidaires. Nous tous, on sait que quand la femme est enceinte, elle a des sauts d'humeur. Vous voyez, l'entourage prend ça sur lui et considère la femme comme une adversaire alors qu'il devrait l'aider. Elle est victime elle-même de ce qu'elle vit. Donc c'est plutôt un sujet qui est bafoué par l'entourage et c'est l'entourage au contraire qui devrait jouer un rôle à aider la femme à passer cette étape. La maternité est une étape unique, faite de joie et de fragilité. Prendre soin de la santé mentale des femmes enceintes, c'est leur offrir sérénité et confiance. Mais c'est aussi garantir aux enfants à naître un meilleur départ dans la vie. On se rend compte, Yasmine, que durant cette période, généralement, il y a beaucoup de changements qui interviennent dans la vie de la femme, notamment sur son physique. Et beaucoup, surtout, n'arrivent pas à supporter ça, surtout pour les primo-mamans, comme on les appelle, ces dames-là, ou ces femmes qui portent une grossesse pour une première fois. On commence par voir le nez s'arrondir un peu plus. Ça, c'est le physique. Oui, le physique. Mais il y a des gens qui n'acceptent pas justement ce physique. Oui, mais au-delà du physique, lorsque vous avez une allure de guêpe, vous avez une taille, une allure altière, et que du jour au lendemain, votre visage est boursouflé, que vos oreilles paraissent plus grosses qu'elles ne l'étaient il y a quelques semaines encore. Oui. Ah ben, psychologiquement, on a du mal aussi à accepter ça. Et c'est un complexe que beaucoup de femmes n'acceptent pas, mais ça va au-delà de ce complexe, parce que déjà, le fait de porter l'enfant, surtout vers les 6, 7, 8 mois, la femme a ce complexe, elle est fatiguée de porter la vie en elle. Même au début, il y a les nausées. Voilà. Il y a aussi on sent que vous êtes resté vraiment avec des femmes enceintes. On a tous vécu l'expérience.
Alors, docteur Akoa, je vous ai vu aussi enceinte Yasmine Dabata dans les couloirs de PNTV ou de SRTB. Par contre, vous, dans votre cas, malgré votre grossesse, vous venez au boulot, vous travaillez, vous bougez beaucoup. Oui. C'est pas souvent gagné avec les femmes enceintes. Il y en a beaucoup. Déjà au 3e mois, elles sont fatiguées, elles ne veulent rien faire du tout, même pas marcher. C'est comme si elles sont au bout de leur vie, en fait. Mais je dis, c'est comme le dit, quand vous avez l'accompagnement qu'il faut, vous ne ressentez pas toutes ces émotions, toute cette douleur. Et c'est justement ça, pour ça que Dr Akoa nous va un peu donner des conseils à ces femmes. Comment peut-on accompagner la femme enceinte pour qu'elle comprenne que oui, il y a un bouleversement, mais tout n'est pas encore mauvais parce qu'elle porte la vie en elle et c'est un moment de joie. Merci déjà pour cette question. Je partirai de la fin au début. Vous avez dit qu'elle porte la vie, c'est un moment de joie. Mais peut ne pas être un moment de joie. La grossesse, oui, généralement, on attend que ce soit un moment de joie, mais ça peut être un moment de profonde tristesse en lien avec le vécu personnel de la femme enceinte. Parfois, la grossesse vient réveiller parfois des fragilités qui existaient au niveau de cette femme. Les études ont montré que des femmes qui ont eux-mêmes eu des liens compliqués avec leur mère ont du mal à gérer quand elles sont enceintes parce qu'elles se demandent est-ce qu'elles seront à la hauteur de cette grossesse-là et ça réveille même des angoisses antérieures. Il faut un tricotage psychique qui se fasse pendant cette période. 9 mois pour que l'enfant soit physiquement à terme et complet, mais pour la mère, parfois, et le père, le couple, les 9 mois ne suffisent pas forcément pour passer de l'étape de la femme enfant d'autrui à maman d'autrui. Donc parfois, c'est beaucoup d'appréhension. Est-ce que je serai à la hauteur d'être mère? Est-ce que je serai suffisamment capable d'entourer cet enfant-là de l'amour dont il est nécessaire? Est-ce que je veux vraiment de cet enfant? Parce qu'on n'est pas obligé d'aimer son enfant. On n'est pas obligé d'aimer son enfant, mais on est obligé de l'accompagner et de lui apporter de l'affection. Il y a des grossesses qui sont issues de viols que les femmes acceptent de porter en lien avec leur orientation peut-être religieuse et tout. Il y a des grossesses qui ne sont pas désirées forcément par les deux partenaires. Le contexte de survenue d'une grossesse peut expliquer en fait le vécu de la grossesse. Et ce qu'il faut pour ces cas, c'est d'accompagner le couple parental. Heureusement, en Afrique, nous avons des familles qui sont maternantes. Souvent, par le passé, de plus en plus, on s'occidentalise, mais souvent, il y a l'accompagnement des mères, des tantes, souvent, et c'est quelque chose qui est très bien. Mais quand on est dans une famille où personne ne vous accompagne, tout le monde vous rejette parce que vous êtes enceinte, vous êtes tombée enceinte peut-être plus tôt ou vous êtes tombée enceinte de la mauvaise personne et que tout le monde vous en veut. Quelle est la solution? Comment cette personne peut faire pour passer ce moment, ces 9 mois dans la joie, sans trop de peine? Il y a des professionnels qui s'en occupent. Il faut pouvoir orienter vers les spécialistes en santé mentale périnatale, quoi qu'il y en a très peu. Il y a des sages-femmes aujourd'hui qui sont formées à la santé mentale pour accompagner, mais il y a des consultations en périnatalité qui existent dans certaines cliniques privées où vous avez des médecins spécialistes dans la santé mentale de la femme enceinte et qui accompagnent pendant cette période-là pour vous aider et sensibiliser aussi votre entourage à pouvoir traverser cette difficulté sans que cela n'ait des répercussions sur l'enfant qui viendra et la famille. D'accord. Est-ce que vous avez déjà eu connaissance de cas de femmes qui, parce que leur première grossesse ne s'est pas très bien passée, n'ont pas voulu tomber enceinte à nouveau? Mais bien sûr, il y a des cas de traumatisme ou des cas de malformation fœtale qui fragilisent ces femmes. Ils se disent, mais mon enfant est autiste par exemple, ou le premier enfant a des séquelles d'encéphalopathie. Bon, je vais déjà trop loin, mais des séquelles après la naissance, ou même des complications obstétricales après la naissance, il y a un hématome, quelque chose qui a fragilisé l'enfant et l'enfant n'arrive pas à parler ou à marcher. La maman se dit, attention, si jamais j'ose. Ou même les cas de drépanocytose et tout, tu fais ton premier, vous savez que vous êtes ASAS et donc vous faites le premier enfant, vous vous dites attention, il ne faudrait pas, ce qu'il est en train de me causer là, il ne faudrait pas. Donc cela peut générer beaucoup d'anxiété et beaucoup de stress au niveau de la femme, ce qui peut limiter en fait cette volonté à vouloir procréer les fois à venir. Alors pour finir, docteur, quelques conseils pour ces parents, ces jeunes mamans qui souhaitent porter la vie en elles et qui ont cette peur? Il faudrait déjà savoir que la maternité se prépare. Vous n'avez pas de pression de la société à avoir. Et quand vous décidez de le faire, quand vous ne vous sentez pas bien, que vous êtes enceinte, ne pensez pas que c'est pas... Ne vous culpabilisez pas. Vous avez le droit de ne pas être à l'aise, d'être triste, d'être même inquiète par rapport à votre grossesse. Mais l'entourage
qu'ils sachent aussi que c'est une période de fragilité. Il faut accompagner chaque femme enceinte, comme on le fait déjà en Afrique, mais il faut continuer. Et il ne faut jamais comparer deux grossesses. Pour la même femme, chaque grossesse est unique. Un vécu normal au cours de l'autre grossesse ne veut pas dire que la seconde grossesse ou la troisième est aussi sujet d'être tout à fait, se dérouler complet. Il faut observer. Et quand il y a des plaintes vis-à-vis de la grossesse ou du bien-être d'une femme, il faut l'orienter, il faut l'accompagner. Et à défaut, les signes persistent, il faut l'orienter vers les professionnels de la santé mentale périnatale, des sages-femmes qui sont avisées pour accompagner. Et des psychologues aussi, bien sûr, parce qu'il y en a qui traitent également de cette problématique. Merci beaucoup, docteur Akawanou. Je rappelle que vous êtes médecin spécialiste en périnatalité. C'est bien cela. Et vous également, fidèles téléspectateurs, j'espère que vous avez pris note. L'accompagnement de l'entourage est capital pour la femme enceinte parce qu'elle est fragile, oui. Elle est bien fragile en cette période. Ne voyez pas ces crises comme un signe de trop. Des caprices. Des caprices de trop, vraiment. Et après, quand on demande Boumio à 3 h du matin... C'est pas des caprices. On va aller trouver ça. C'est pas des caprices. D'accord, très bien. C'est son état d'âme à l'instant. L'autre a dit que c'est grossesse qui a papa qui fait caprice. C'est le bébé qui a demandé. C'est le bébé qui a demandé. C'est le bébé qui a demandé aussi à fouiller le téléphone, non? D'accord. On a déjà démasqué. On vous a démasqué, Yasmine Damata. Merci beaucoup. C'était juste une petite boutade pour finir avec le sourire avant d'arpenter un quart d'heure de sérieux, plus ou moins, parce qu'on parle politique. Au cœur de l'actualité politique, ce jeudi, nous recevons un expert électoral pour donner sa lecture du processus en cours en perspective des prochaines élections, notamment celles présidentielles qui agitent l'opinion entre la majorité présidentielle qui semble en roue libre, l'opposition qui cherche encore le consensus autour de son candidat ou de son duo candidat et l'administration fiscale qui sera un arbitre passif à travers la délivrance d'un précieux document, le quitus fiscal. On est déjà en plein dans les tractations. Quelle lecture en fait Rufin Godjo? Il est avec nous ce matin, il est expert électoral. Bonjour et bienvenue. Bonjour M. Bega. Comment allez-vous? Ça va très bien, merci. Un plaisir de vous recevoir sur la matinale Bonjour le Bénin pour ensemble décortiquer, on va dire, cette différente tractation en perspective des prochaines élections. L'élection présidentielle n'aura lieu qu'en janvier prochain, mais déjà... En avril prochain, pardon, il y a les législatives en janvier prochain, mais déjà, on est en plein, presque, on peut le dire, dans la période électorale déjà, n'est-ce pas? Absolument, nous y sommes en plein. Et on a pu voir le calendrier élaboré par les différents acteurs impliqués dans l'écosystème donc de ce scrutin à venir. Est-ce qu'on peut dire à date que le calendrier prévu est en train d'être respecté? Absolument, vous avez suivi récemment une intervention forte du président de la Commission électorale nationale autonome qui a décliné les activités exécutées, la mise en place de chronogrammes, la déduction du calendrier électoral, le budget des élections, la plateforme électronique informatique pour faire l'information en ligne. Actuellement, il y a le recrutement des agents électoraux à la base, des agents de bureaux de vote, de postes de vote qui est en cours. En même temps, il y a le recrutement des coordonnateurs d'arrondissement, leurs adjoints. Et le budget des élections est mis en place. Donc, voilà, la machine est en place. Et puis, le président a expliqué ce qui a été fait. Vous avez suivi la phase la plus, je dirais, pas importante, mais importante quand même, la phase de la remise des documents de parrainage. Et le président a confirmé que tous les députés et maires ont reçu leur parrainage, donc la machine est en branle et puis on attend. Voilà. Et puis on a pu voir qu'au niveau des différents états-majors, il y a déjà les tractations qui sont en cours. Au niveau de la majorité présidentielle, on connaît depuis plusieurs semaines déjà, finalement on va le dire, parce que ça fait presque 3 semaines, ou plus de 3 semaines maintenant, que le nom du candidat qui va porter l'étendard de la majorité présidentielle a été dévoilé, notamment l'actuel ministre de l'économie et des finances, Romiad Wadayi, qui sera accompagné par Mariam Chabi Talata Zimé-Yerima, actuelle vice-présidente de la République. Pourquoi est-ce que, selon vous, la majorité a rapidement dévoilé son duo candidat pour couper court à tout suspense? Moi, je ne suis pas dans les coulisses de la majorité pour savoir pourquoi. Mais en tant qu'expert, en tant qu'analyste? Ce que moi je regarde, c'est le calendrier des élections. Je sais que le vendredi 10 octobre, les duos de candidats vont déposer leur dossier.
et que le mardi 14 octobre, ce procès sera clos. Et donc, moi, en tant que praticien électoral, ce qui se passe dans les couloirs et les coulisses des partis politiques, je peux dire que ça ne me préoccupe pas particulièrement. Par contre, c'est de savoir que dans le délai prévu par la loi et consigné dans le calendrier des élections, on peut savoir les candidats. Pour l'instant, il y a un camp, le camp présidentiel, qui a sorti le duo. On attend. Il n'y a pas période à la demeure. C'est-à-dire que la période ouverte par la Sénat, c'est du vendredi 10 octobre au mardi 14 octobre. Donc c'est le mardi 14 octobre à 0h qu'on pourrait savoir évidemment les duos qui sont présents. Donc on attend simplement. Le calendrier des passions n'est pas le calendrier légal. Donc on attend. Voilà. Je suis en face. Certainement que là aussi les autres groupes se préparent pour sortir leur duo. Alors pendant longtemps, le chef de l'État, Patrice Talon, avait annoncé qu'il dirait ou dévoilerait le nom de son successeur le plus tard possible pour laisser justement ses collaborateurs être concentrés sur les projets et programmes de développement. Finalement, on se rend compte que la majorité présidentielle a je vais dire, à la primeur sur l'opposition qui est toujours à la recherche de consensus autour de son candidat. Ah, vous êtes dans le secret des dieux, moi je ne sais pas. Pas dans le secret des dieux. Pour le moment, ce que je dis, ce n'est que factuel. Hier encore, on a appris que le président du Parti Les Démocrates a ouvert, on va dire, une forme de plateforme pour un large consensus autour du duo candidat qui sera désigné. Pour l'instant, factuellement, les démocrates, principal parti d'opposition, n'ont pas encore de candidat. Mais voilà, une élection, c'est comme un match de foot. Il faut minimum 2 équipes, forcément. Pour l'instant, nous connaissons les personnalités qui sont devant pour la première équipe. Il faut forcément au minimum un duo pour qu'il y ait élection. Donc on attend que le Parti des démocrates... Selon vous, qu'est-ce qui pourrait éventuellement bloquer le parti d'opposition à date? Il s'agit de gérer un État. Ce n'est pas une affaire facile du tout. Et donc, quoi qu'on dise, une présidentielle qui est un scrutin qui met des personnalités directement en face de l'électorat, ce n'est pas un choix qui se fait vraiment comme ça. Et donc, et puis ça a des conséquences lourdes. Selon les personnalités que vous présentez, les résultats peuvent varier. Hein, et donc, je peux comprendre que vous pensez qu'au niveau de la mouvance présidentielle, ça a été très facile de sortir le duo du ministre d'État Wada et la vice-présidente. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Donc, les difficultés peut-être qu'il y a eu, ou bien les graissements de dents, ou les tractations qu'il y a eu au niveau de la mouvance présidentielle, on pourrait aussi, de façon naturelle, les remarquer au niveau de l'opposition. Ce n'est pas ça qui est inquiétant. Ce qu'il faut, simplement que, dans le délai prévu par la loi, on connaisse les duos qui veulent aller, n'est-ce pas, à cette compétition-là pour diriger notre pays. Mais en restant taiseux presque pour le moment, est-ce que la principale formation d'opposition ne risque pas d'être distancée sur le terrain en termes, on va dire, d'enracinement du candidat de la majorité présidentielle dans la tête de l'électeur? Parce qu'on voit que c'est le duo de la majorité pour le moment qui fait, comme on le dit de façon triviale, la pluie et le beau temps pour le moment sur le terrain. Derrière les deux camps, nous avons un ancien président de la République et le chef de l'État. Donc 2 hommes particulièrement expérimentés qui savent comment il faut bouger les pions, comme un jeu de dames. Et donc je dis, si l'opposition attend, elle a ses raisons, peut-être des difficultés, mais elle a ses raisons. Pour moi, c'est le mardi 14 octobre qui est la date butoir pour analyser. Pour l'instant, les partis seront en train de réfléchir pour voir qui va porter leur couleur. On s'imagine quand même que depuis 2021, ils savent, à tout le moins, bien sûr, ils savent qu'en 2026, il y a une course à la succession du président Patrice Talon. Pourquoi ce n'est que maintenant, selon vous, que le consensus est en train d'être recherché autour du duo candidat? Mais parce que simplement en 2021 et maintenant, il y a eu des réformes du code électoral. Et donc, les conditions pour participer à l'élection présidentielle ont changé, et fondamentalement changé. N'oubliez pas que ce n'est pas que le parrainage, c'est un parrainage de députés et ou de maires qui couvre le 3/5 des circonscriptions électorales. Ce n'est pas une mince affaire. Et donc, tout ça demande des réglages plus corsés, plus complexes. Je peux comprendre ça. Pourquoi c'était que maintenant? La question pourrait se poser, non?
ils auraient quand même pu dégager naturellement un candidat qui fait consensus depuis et le dévoiler à l'occasion de cette période électorale. Ce qui est tard, c'est le 15 octobre au petit matin. D'accord. Vous êtes patient? Ah ben oui, je dis l'électorat n'est pas patient, ça veut dire qu'il a des problèmes. Il n'y a pas de difficulté. Pour moi, c'est le mercredi 15 octobre au petit matin qu'on dira « Ah bah, il n'y a qu'un seul duo, sinon pour l'instant, il n'y a pas de problème ». Alors, on a vu également le parti d'opposition s'indigner contre une certaine orientation ou certaines pratiques de la direction générale des impôts. Ils ont souhaité, ils ont eu gain de cause. Ça aussi, ça fait partie du jeu électoral. Ah ben oui, du jeu politique. Du jeu politique, je veux dire. Oui, mais l'affaire électorale est hautement politique. Et donc, s'il y a des difficultés, bon, dans un premier temps, on veut savoir pour quel type d'élection on cherche le quitus fiscal, n'est-ce pas? Bon, après, ça a été tranché. Oui, c'est le jeu politique. Il n'y a pas de crainte particulière à avoir en la matière. Pour diriger le Bénin, il ne faut pas devoir à l'État béninois. Pour diriger le Bénin, il faut payer ses impôts. Et donc, c'est tout à fait logique que le législateur demande à toute personnalité en position de diriger le pays ou d'aller au Parlement, d'être à jour de ses impôts. Monsieur Amégan, vous payez vos impôts, n'est-ce pas? Bien sûr. Ah ben voilà, donc celui qui doit diriger, il doit payer ses impôts. Mais justement, la crainte de l'opposition est qu'un outil administratif ne devienne pas, on va dire, une épée de Damoclès politique qui plane au-dessus de leur tête. Oui, mais on dit quitus fiscal. Donc, quitus des impôts. Et quelle est la structure nationale qui dit que M. Améga ou M. Godjo est à jour de ses impôts, de sa dette fiscale? C'est la direction des impôts. C'est la loi qui veut ainsi. Si on veut faire une bataille politique pour les élections, cette bataille se fait au niveau du Parlement. Si les partis qui s'indignent, qui sont très mal à l'aise, ont d'autres propositions à faire, peut-être, je ne sais pas, une instance supérieure pour s'occuper spécialement, composée d'experts des impôts politiques et autres, je ne sais pas, du médiateur, pour sortir les quitus, c'est une perte de marche. Sinon, qui donne pour votre acte de naissance? C'est bien l'ANIP, non? C'est cela. Ça. Et donc, il faut bien une structure pour donner un document administratif. Et donc, a priori, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Maintenant, savoir si dans le processus de délivrance et de chicanerie orienté contre certaines personnes, si ce n'est pas le cas, je ne vois pas le... Lors des précédentes élections, le parti avait déjà redouté le quitus fiscal. Ça avait fait objet de débat, ça a fait objet également de polémiques. Une fois encore, on est en plein là-dedans. Pourquoi on a l'impression de revivre la même situation? Revisiter l'histoire politique du Bénin de 1990. Est-ce que vous avez vu une opposition qui a applaudi à la veille d'un scrutin tout ce qui se passe au niveau du Parlement, au niveau des ministères, au niveau de la commission électorale? Il y a toujours une opposition est faite pour s'opposer. Et donc, a priori, il n'y a pas de problème. Même si ça va se faire de façon mécanique? Ah mais non. Nous, on n'est pas acteurs politiques. Hein. Les acteurs politiques savent ce qui est, enfin, leurs difficultés. Et puis, en se regardant, ils se connaissent, les acteurs politiques. Et donc, s'ils crient, s'ils se plaignent, ça veut dire qu'ils imaginent qu'il y a un petit pépin, problème qu'il faut régler. Nous avons la chance d'avoir la Cour constitutionnelle et donc il n'y a pas de crainte majeure à avoir. S'il y a blocage, la Cour va trancher pour dire aller à gauche ou aller à droite. La majorité présidentielle a choisi Parakou pour investir son duo de candidats, Romia Douadaï, Mariam Chabi Talata. C'est un choix stratégique selon vous? Oui, j'imagine que c'est une très bonne chose. Le candidat pour la présidence étant du Sud, aller l'investir dans la partie septentrionale donne une idée, n'est-ce pas, de rassemblement, une idée de cohésion nationale. Je crois que c'est une bonne chose. On sait que l'ancien président, notamment président du parti Les Démocrates, a une forte aura donc, dans le septentrion, notamment dans le Borgou, natif de Tchaourou, bien évidemment. Il est très enraciné dans cette circonscription électorale. C'est un pied de nez fait à Boniaï. Non, le Bénin s'étend de l'océan Atlantique à Malanville. Et donc, partout sur le territoire national, on peut faire une opération politique. S'il plaît aux démocrates, ils peuvent investir leur candidat à Cotonou ou bien à place Tassi Hangbe si la loi le permet. Il n'y a pas de l'explanade de l'Amazon, pas de place Tassi Hangbe. L'explanade de l'Amazon, voilà. Alors, évidemment, Boniaï, qui, on le sait, est très ancré dans cette circonscription électorale, allait faire une démonstration de force à Parakou, presque chez lui. Ça fait sens.
Eh bien, il y a des acteurs politiques nationaux de Parakou qui soutiennent l'action gouvernementale, n'est-ce pas? Il y a des acteurs politiques de Parakou qui sont contre le gouvernement également. Et donc, comme partout d'ailleurs, à Cotonou aussi, il y a l'opposition à la mouvance. Et donc, oui, pourquoi pas à Parakou. Mais ce n'est pas le vote, c'est l'investiture. Et donc, si c'est un pied de nez, on dit officiellement, voici les deux personnalités qui vont, n'est-ce pas, nous représenter pour l'élection. On a choisi une partie du pays, voilà. Je crois que c'est symbolique, pour moi, c'est une belle chose. Selon vous, comment est-ce que vous entrevoyez la suite de ce processus dans lequel on est déjà plein pied? Je crois qu'il faut d'abord tirer un coup de chapeau à la Commission électorale nationale autonome. C'est dans une commission électorale, il y a beaucoup de travaux qui se mènent malheureusement dans les coulisses qu'on ne sait pas, avec beaucoup de stress. Et donc, il faut les tirer un coup de chapeau, souhaiter qu'ils tiennent bon, s'il vous plaît, jusqu'en mai 2026. Et donc, ce qu'on n'imagine pas, c'est que pour l'instant, l'opinion est un peu perturbée par les candidatures pour la présidentielle, mais véritablement, du point de vue technique, ce sont les élections générales, couplées législatives et communales, qui préoccupent fondamentalement la Commission électorale, parce que c'est déjà en janvier, là. Et donc, c'est tout proche, c'est quand même du lourd. C'est la première fois. On a fait déjà au Bénin des élections couplées. Mais couplage des législatives et des communales, c'est la toute première fois. C'est inédit, et donc vous pouvez imaginer tout ce que ça implique comme difficultés, contraintes, réglages à faire. Donc voilà. Il n'y a pas de crainte majeure, c'est des personnalités très très outillées. Le gouvernement est à l'écoute, a laissé les moyens, donc moi je n'ai pas de problème. Avez-vous des appréhensions? Ah ben oui, une élection n'est jamais une affaire facile, jamais nulle part une affaire facile. Et personne ne peut dire à quel moment précis un petit grain de sable peut créer une difficulté dans le système. Le processus électoral est un processus qui génère, disons, des crises, des difficultés. Et donc, il faut suivre avec beaucoup d'attention et toucher du bois pour que, voilà, dans les phases critiques, il n'y ait pas de problème. Nous allons faire la campagne électorale. La campagne électorale, c'est théoriquement l'affrontement des idées. Mais il se peut que pour une raison ou pour une autre, des hommes et des femmes s'affrontent physiquement sur le terrain. Le jour du scrutin, il s'agit d'ouvrir peut-être 16 000, 17 000, 18 000 postes de vote avec, je ne sais pas, peut-être 60 000 agents électoraux. C'est du lourd qu'il faut déployer. Il y a les questions sécuritaires dans la partie centrale du pays. Il y a beaucoup de difficultés. Donc voilà, c'est de prier pour que tout ça se passe normalement et que l'on demande des différents scrutins dans les résultats pour continuer le développement du pays. On voit des accords politiques se signer en cette veille du scrutin, notamment le parti FCBE qui allait signer des accords avec les partis de la majorité, notamment l'UPR et le BR, une opposition qui pactise avec une majorité. Ça fait sens? J'estime que les acteurs, monsieur Amégan, j'estime que les acteurs qui s'engagent dans ça ont de bonnes raisons de procéder ainsi. Si c'est pour le bien du pays, je dis bravo. Bon, ça peut peut-être heurter quelques opinions fragiles ou bien... Mais je me dis, bon, si une opposition estime qu'enfin, vous pouvez dans l'opposition critiquer, regarder quand même ce que je critique là, il y a quand même du bon dedans, voilà, je rejoins la BAC. Oui, voilà, pourquoi pas. On a vu ailleurs le parti au pouvoir s'allier avec la gauche pour pouvoir faire front au Rassemblement national lors des législatives. On peut dire que c'est ce qui essaie de se passer ici aussi? Tout est possible en politique. En politique, tout est possible. Très laconique comme réponse. Ah ben oui. Vous n'avez pas envie de vous engager sur des analyses? Non, moi je suis expert électoral. Les acteurs politiques et les experts dans les politiques pourront aller en profondeur. Moi, je suis ce qui est électoral, L'aspect électoral a des outils, et va la bâtir. C'est un petit, hein. Vous remettez l'argile, vous demandez, nous voulons un canari, nous voulons un vase, nous voulons un pot de fleurs. Et puis voilà, l'aspect électoral, c'est la base des instructions consignées dans la loi électorale, n'est-ce pas, avec ses mains agiles, n'est-ce pas, vous sort le pot de fleurs ou le canari. Du point de vue de l'organisation, en tout cas, selon vous, tout va pour le mieux? Il n'y a pas de crainte à avoir. Il y a simplement à féliciter la Sénat, à souhaiter que dans cette période difficile, qu'ils aient le cran, la force physique, mentale
pour continuer le travail. Rufin Godio, merci. Merci beaucoup, M. Abega, c'est un plaisir. Merci d'être passé sur Bonjour le Bénin pour donner votre lecture donc, du processus électoral en cours dans notre pays qui devrait justement nous conduire aux élections générales de 2026, notamment celle législative le 12 janvier prochain avant la présidentielle en avril. Vous passez une excellente journée du jeudi et vous nous revenez dès que vous pouvez. Avec plaisir. Et ce sera également avec beaucoup de bonheur que nous allons vous recevoir. Tout de suite, événement à la une. J'ai envie de vous poser une question. Expert électoral, c'est toujours ce que vous avez voulu faire ou dans votre parcours, évidemment, il y a eu des réflexions et des réajustements? Je suis un passionné intégral des élections. D'accord. Mais il se fait que l'élection, ce n'est pas tous les jours, n'est-ce pas? Et donc, voilà. Donc, je suis dans les questions de gouvernance. Actuellement, je suis chargé de programme à la Fondation Frédéric Chebet. Et voilà, à mes heures perdues, je m'occupe des questions électorales au plan régional, au plan international. Si un État ou une commission électorale a besoin de mon expertise, de mes services, je me rends disponible. Donc depuis votre tout jeune âge, c'est des sujets qui vous ont passionné? J'avais la chance de commencer déjà après la conférence nationale, les premières élections avec le Trafic à Bota, après en 2000 au Zimbabwe, et puis voilà, bon, ça a continué jusqu'à maintenant. Ça a continué. Voilà. Évidemment, on parle aujourd'hui des rêves dont nous sommes porteurs. Savez-vous qu'aujourd'hui, c'est la journée mondiale du rêve? Rêve, pas du point de vue psycho-affectif de la chose, pas du point de vue freudien, mais des rêves que nous portons, les espoirs, les espérances que nous nourrissons au quotidien pour pouvoir avancer. Comme on le dit, je rêve de devenir journaliste plus tard. Je peux vous assurer que c'est ce que j'ai toujours voulu faire, même si entre-temps, ça a switché un peu entre plusieurs autres vocations, ben, on a su trouver le moyen de le remettre sur le droit chemin. On va retrouver Patrick Djossou dans sa chronique qui nous parle aujourd'hui des rêves. Merci, Rufin. Merci. Et si le monde tenait debout grâce à nos rêves, ces éclats d'espérance qui nous poussent à avancer, ces visions intimes qui éclairent non pas les moments d'ombre, mais ces élans qui transforment l'ordinaire en possible. Chaque 25 septembre, on célèbre la Journée mondiale du rêve, une invitation à lever les yeux du quotidien pour regarder plus loin, plus haut. Créée en 2012, cette journée veut honorer la créativité, les ambitions, les idéaux qui nourrissent les destins individuels et collectifs, car derrière chaque grande réalisation humaine, il y a d'abord eu un rêve. I have a dream, disait Martin Luther King. C'est l'événement à la une de ce jeudi. Patrick Djossou embarque dans nos rêves avec comme guide une invitée qui est devenue ce qu'elle a toujours voulu être. Patrick, bonjour. Oui, bonjour Herman Rodrigue Amégan. Vous avez réalisé vos rêves, j'espère. J'ai réalisé mon rêve. J'ai toujours su que j'allais faire carrière dans tout ce qui touche à la parole, dans tout ce qui touche évidemment à l'art de parler, que ce soit journalisme, que ce soit le droit ou que ce soit la communication. Je savais que j'allais faire carrière dans le sillage. Le sort a voulu que ce soit journaliste, comme mon père défunt. Je rends grâce au Seigneur. Et le sport? Ah mais ça c'est congénital depuis la naissance. J'ai toujours baigné dans le sport, même si voilà, j'étais pas journaliste, j'allais toujours me passionner pour le sport, pour les questions de sport. Vous savez, il y en a beaucoup qui sont dans plein d'autres domaines qui n'ont rien à voir avec le sport, mais qui sont des spécialistes du sport. J'en connais qui sont des chirurgiens qui parlent aisément de sport. J'en connais qui sont aussi diplomates qui parlent aisément de sport. Vous savez, le sport a cette faculté d'être aux frontières de presque tout, parce que dans le sport, vous avez l'histoire, vous avez la psychologie, vous avez la sociologie, vous avez la géographie, bref, le sport vous amène à parler de tout. Dans le sport, on peut être amené à parler de conflits internationaux, on peut être amené à parler de physiologie, parce qu'il faut comprendre la physiologie des athlètes. Bref, le sport nous amène à parler de tout. Donc c'est en cela que j'ai envie de dire que c'est la mère des sciences. Ah, super. Et pour moi, la mère des sciences, c'est le rêve. Oui, c'est réaliser son rêve. Vous avez pu réaliser votre rêve. Je crois que je suis aussi sur la même lancée. Parole. Et la parole nous conduit vers celle qui a décidé de réaliser aussi son rêve. Son rêve, elle est sage-femme, mais son rêve, c'est défendre les droits
des femmes, les droits des parturientes, des patientes, celles qui subissent dans une certaine mesure la rage, toujours entre griffes, des sages-femmes ou d'autres personnes du corps médical. Madame Annick Donowo, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Alors, qu'est-ce qu'une sage-femme va chercher dans l'activisme des droits? D'abord, expliquez-nous. Une sage-femme activiste des droits des parturientes, ça signifie quoi? Qu'est-ce qu'on y met? Déjà, avant de répondre à votre question, je voudrais parler d'un déclic qui pourrait mieux faire comprendre aux téléspectateurs pourquoi j'ai choisi d'être activiste. J'étais toute petite, j'avais à peine 5 ou 6 ans. Et j'ai accompagné ma maman à l'hôpital au moment où on devait accoucher mon deuxième frère. Et ma maman est tombée de la table d'accouchement. Elle a été négligée. Elle est tombée, elle a fait une crise. Et puis l'aide-soignante a dit qu'elle est décédée. Alors que mon papa avait voulu rester avec elle, mais on l'a chassé au dehors. Et finalement, lui, il était rentré. Dès que je sors, je ne vois plus mon père sous l'arbre. Je reviens, on me dit ta maman est décédée. Quand ton papa viendra chercher le corps. Dieu merci. Aussi violente. Aussi banale. Aussi banale. Et bien sûr, en criant sur moi. Et puis, quelques minutes après, par la grâce divine, ma maman a commencé à émerger. Elle a commencé à bouger et je suis allé voir les agents de santé. Et puis, on crie sur moi, on dit non, non, quand quelqu'un meurt, la personne ne se réveille plus. Et ma maman réclamait la bouillie ou l'eau. On dit non, ce n'est pas possible que je rêve. Et puis, on m'a abandonné là. Il a fallu l'arrivée de mon père pour qu'il aille faire du bruit, qu'on vienne sauver ma mère. Cela voudra dire, si Dieu ne l'avait pas sauvée, elle allait partir, même après l'émergence. Du coup, depuis ce temps, je me suis dit, si je grandis, je dois défendre les femmes qui accouchent. Ce qui est arrivé à ma maman ne doit plus arriver à d'autres personnes. C'était le premier déclic. Et le deuxième? Le deuxième, j'avais voulu d'abord être médecin parce que je me suis dit, le médecin, c'est le patron, c'est lui qui fait vivre tout en milieu sanitaire. Je suis allé au concours, ça n'a pas marché. J'ai dit, bon, je peux devenir sage-femme. C'est vrai que j'avais déjà le bac, j'avais fait la CBG, mais en voulant aller faire le concours de sage-femme, on me disait que c'est le niveau BPC qui compte. Je dis qu'il n'y a pas de souci. Parce que si je ne suis pas dans le milieu, je ne peux pas comprendre comment ça se passe pour susciter des changements. Alors j'ai laissé mon bac tranquille, je suis reparti au niveau BPC. Et puis je suis allé à l'école et puis j'ai été formé sage-femme. Je suis sorti en 99. Mais déjà en 98, paix à l'âme du professeur Ali Honou qui était notre parrain. En 98, il est allé à une formation en Brésil. Où on disait que tant qu'on ne respecte pas les droits des femmes, elles vont continuer à mourir en donnant la vie. Et en tant que stagiaire, quand je vais en stage à la Cugo, la manière dont on maltraite les femmes en ce moment ne me plaisait pas, donc je réagissais. Je ne m'attendais pas à ce qu'on tienne compte de mon statut de stagiaire. Les sages-femmes m'insultaient, mais au staff, le professeur Ali Honou me protégeait. Donc du coup, il m'a donné assez de documents et j'ai fait beaucoup de communication en tant que stagiaire dans certains centres de santé où il y avait des violences. Donc du coup, en sortant de l'INMES, j'ai eu la chance d'avoir mon premier poste à Parakou en milieu militaire. Quand tu choisis d'être activiste et tu te retrouves dans une maternité militaire, quand tu dois avoir la grande gueule, et je suis la première sage-femme, toute jeune, toute svelte. Et puis là-bas, on dit exécution avant réclamation. Je dis non, c'est pas possible. Donc j'ai travaillé au camp de 2000 à 2004. Mais j'ai eu de la chance en tant que responsable maternité, étant donné que c'est l'OMS qui payait nos salaires et le FNUAP qui fournissait le matériel. On nous formait sur les recommandations de l'OMS. Donc très tôt, j'ai connu les positions libres, l'accouchement sans violence et autres. Et je devais aller à un stage en Belgique et tout de suite on dit non, on ne peut pas être civil et bénéficier de ces bourses. C'est réservé pour les militaires. Mais il n'y avait pas de sage-femme militaire. Il fallait qu'on m'affecte pour pouvoir donner la bourse à une autre personne. Naturellement, le Bénin a perdu la bourse. Moi, j'ai été affecté à la maternité du CHT Borgou. Et là-bas, je n'ai pas baissé les bras. On me dit non, mais ici, c'est en public. C'est le public. Toi, tu es très jeune, tu viens raconter quoi ici? Parce qu'en ce moment, la mentalité de nos anciennes sages-femmes, on devient sage-femme pour aller réaliser. On devient sage-femme pour avoir de l'argent. On ne devient pas sage-femme pour venir défendre les droits. Vous voulez défendre les droits où? Et au staff, c'était chaud. Au CODI, c'était pas facile. Alors là, je me suis dit, mais pour atteindre mon rêve, il fallait que j'aille me former. Et comme j'avais la chance, l'université de Parakou était ouverte, je suis allé m'inscrire en droit en 2005. Et j'ai fait ma formation en 4 ans. J'ai soutenu en 2010. Et le thème de mon mémoire, c'est le droit à la santé pour tous au Bénin.
cas des patients négligés en milieu hospitalier public. Wow. Et là, les collègues ont dit, c'est pas possible. Elle est venue faire quoi? Il faut qu'on finisse avec elle. Bref, je ne vais pas aller en détail, mais j'ai rencontré assez de difficultés. J'ai échappé même à des assassinats planifiés. Mais il faut toujours rendre service. Oui, toujours. Ceux qui devaient m'éliminer, la date était choisie en mars 2012 parce que le 4 mars, j'ai obtenu un financement du FUNIAP où je devais célébrer pour la première fois la Journée internationale des droits des femmes. Oui. Mais le personnel de la maternité ne voulait pas. Et j'ai été affecté. Le même jour, il y a eu le financement, j'ai été affecté au CIPEC. Donc j'ai essayé de tenir bon. On dit non, même si elle est là-bas, il faut qu'on lui crée de problèmes. Et comme en faisant du bien, quand je vais au CIPEC, celle qui est conseillère dépistage volontaire était déjà allée à la retraite. Donc, une semaine après mon arrivée, elle part et puis on me confirme responsable. En ce moment, les missions étaient à 45 000 le jour. Le PNLS finançait bien les activités. On était presque tout le temps en mission. Et ça ne marchait pas. On se dit, mais elle ne peut pas quitter ici et aller se faire taper assez dessous là-bas. Il faut qu'on lui fasse faire... Bon, bref, on est sur un plateau. Oui, c'est ça, justement. On est sur un plateau. Oui, on n'ira pas trop en détail. C'est ça. Mais en 2002, j'étais enceinte sous salbutamol. Et une de mes patientes était arrivée à la maternité du cancéropéra, elle saignait. Et j'ai réfléchi, je me suis dit, ben, tel que le système sanitaire béninois était en ce moment, si je la refais au CHD, elle risque de perdre la vie parce qu'on va traîner sur elle. Elle n'a pas suivi sa grossesse là-bas. Alors j'ai sauté ma perfusion et je me suis occupée d'elle. Le jour où on devait m'éliminer, l'enfant avait 10 ans. La maman ayant vu mon nom, ne sachant pas qu'on voulait me faire du mal, a commencé à dire « Ah, la sage-femme, elle est gentille, elle nous avait fait ci, elle nous avait fait ça. » J'avais fait tellement de bien. Et au final, celui qui devait le faire était venu me voir, m'a donné des conseils comme quoi il n'est pas permis à une sage-femme de défendre les droits. Si je veux vivre, d'arrêter ça. Il m'a expliqué un peu, j'ai dit que j'ai compris. Je ne veux pas aller en détail, mais les autorités m'avaient protégé en son temps. Et ça m'a valu mon stage au Maroc pour assurer ma sécurité. J'ai été affecté de là-bas pour Cotonou. Et là, l'autorité ministérielle, en ce moment, me disait, ben, si tu as eu tellement de problèmes en défendant les droits des patients sans avoir fait une formation spécifique, postule à ce stage, ça va t'aider. Et c'est comme ça qu'ils allaient faire la protection des droits des patients au Maroc en 2012. 2 ans après, j'ai été au Japon et j'ai fait une formation de 6 semaines sur l'accouchement sans violence et beaucoup d'autres choses. Donc ça a nourri mon ambition, mes ambitions. Comme ça, au fil des ans, vos rêves a pris corps. Donc au retour, il fallait innover. J'ai été nommée surveillante générale du CHUMEL. J'ai mis en place le comité de protection des droits des patients et de promotion de l'humanisation des soins. On a fait beaucoup de choses qui ont été validées par le ministère. On a eu l'appui de la JICA et d'autres institutions. Bon, je vais m'en arrêter là pour le moment. Oui, mais je suis épaté. Oui, donc du rêve à la réalité. Oui, il y a un pas qui a été franchi. On va suivre quelques enfants qui ont évoqué, vous avez parlé de médecine, il y a un des enfants qui a parlé aussi de médecine. On va suivre juste 2 témoignages. C'est au micro de Achille Fatondi. Je m'appelle Sangara Jamila, je suis élève en classe de 4e. Quand je vais grandir, j'aimerais devenir docteur parce que j'aime soigner les gens, je n'aime pas regarder les gens souffrir et j'aimerais aussi créer un orphelinat aux enfants qui n'ont pas de père ni mère ou les enfants de la rue. J'aimerais les aider. Dans l'orphelinat, il y aura école, infirmerie, tout. Je m'appelle Bedino Manuel, je fais la classe de 3e et après mes études, je veux être militaire pour défendre mon pays. On m'a dit, si je veux que mon rêve soit réel, il faut que j'aille à l'école, à l'université, bien travailler. Je donne le meilleur de moi-même en classe. Quand je vais finir mes études, je vais demander à mes parents à ce que je vais commencer la formation militaire. Maman, des fois, elle refuse. Même papa, lui, il accepte parfois il refuse. Il dit que c'est très dangereux d'être militaire. Et maman, elle aussi dit ça. Bon, mais moi, je rêve de devenir militaire, quoi. Les rêves de ces jeunes qui sont très bien élaborés, hein, oui. Notamment ces 2 jeunes que nous venons de voir, l'un qui veut devenir militaire et l'autre qui veut devenir médecin. Oui. Et puis elle sait exactement, et c'est ça moi qui me fascine davantage dans son intervention, c'est exactement ce qu'elle veut
elle veut devenir médecin, mais à côté, elle veut faire dans l'humanitaire parce qu'elle ambitionne avoir un orphelinat où il y aura un certain confort pour les enfants qui y seront logés. Tout à fait. Vous avez bien résumé le rêve de ces 2 enfants. Et ce n'est pas qu'on a choisi exprès, mais c'est tombé comme ça. Faire dans l'humanitaire. Et vous, c'est dans l'humanitaire que vous faites. Il y a eu un résultat par rapport... Quand on vous écoute, on voit que chaque fois, Dieu arrange pour que vous puissiez grandir, aller d'échelon en échelon. Le mardi dernier, il y a eu un autre résultat qui est tombé. Oui, merci monsieur le journaliste. Je vais parler du résultat, mais je voudrais faire un lien rapidement par rapport au déclic lié à l'humanitaire. Oui. Quand j'ai fait mon stage au Maroc, nous avons constaté là-bas que les sages-femmes marocaines avaient mis en place plusieurs associations, ce qui leur permettait d'agir en milieu communautaire. Et c'est ce qui nous a motivés, nous autres stagiaires béninois. Je n'étais pas seul, on était 4. Mais dans ce groupe de 4, il y en avait 2 qui n'avaient pas ce rêve. Et j'ai ma binomière que je salue ici, Madame Emilienne Badou, qui me soutient jusqu'à présent. Donc nous, on a dit qu'on va créer le réseau des soignants amis des patients. Et ce réseau pourra militer en milieu sanitaire comme en milieu communautaire. Donc la source de l'action humanitaire est partie de là. Et quand on est revenu au pays, ça a été validé, nous avons fait les restitutions et nous avons commencé à travailler maintenant, non seulement en milieu sanitaire, mais en milieu communautaire. La première phase d'activisme, c'était en milieu sanitaire sur près de 5 ans. Mais nous n'avons pas eu les résultats escomptés parce que le milieu ne comprenait pas nos objectifs. Par exemple, pour un Africain ou un Béninois en ce moment, il ne revient pas à une sage-femme d'aller parler des violences, des mauvais comportements, des pratiques, etc. Alors là, nous nous sommes dit, si nous renforçons la capacité des cibles, comme le Maroc, le Japon l'ont fait, cela pourra amener ces femmes et filles qui viennent consulter d'exiger le respect de leurs droits. Et c'est ce qu'on a continué, qui a pu donner assez de résultats. Parce qu'à travers des dialogues communautaires, les classes communautaires, les journalistes aussi nous ont porté main forte, on venait faire des émissions ici. Il y a eu beaucoup de choses en ce sens. Du coup, ça a fait écho au niveau des autorités. Donc, à un moment donné, nos plaidoyers ont porté. Nous avons été reçus par plusieurs autorités. J'ai occupé d'autres postes qui ont facilité l'atteinte de ces résultats parce qu'on m'écoutait, on me demandait de faire des propositions. Donc, on vulgarisait les 10 droits et devoirs. Mais le mardi dernier, le résultat s'est davantage concrétisé. Le mardi 23 septembre. Le mardi 23 septembre. Oui, bien sûr. Ça s'est véritablement concrétisé à travers le lancement officiel et national de la Charte des droits et devoirs des patients au Bénin. Et ce lancement a été fait par l'ARS avec l'appui financier de Amnesty International et le ministère aussi était présent avec les OSC et tout le monde. Du coup, je rêvais d'un cadre légal, disons d'un cadre législatif réglementaire clair pour le Bénin. Mais jusqu'en 2021, il n'y en avait pas. C'est en 2021 que nous avons eu la loi sur la protection de la santé des personnes en République du Bénin. Et il y avait encore des coins d'ombre. Mais avec la charte des droits et devoirs des patients, c'est bien précisé et chacun connaît maintenant ses obligations et ses devoirs. Et le professionnel de santé est davantage responsabilisé, de même que le patient. Parce que si le patient connaît ses droits, il va demander à ce que ses droits soient respectés. Et quand le professionnel de santé sait désormais que c'est institutionnel, ce n'est plus Annick qui est en train de pousser les gens à respecter le droit, ça s'impose à tout le monde. Et dès que ça s'impose à tout le monde, on s'y met et on pourra atteindre facilement les objectifs. Oui. On pourra facilement atteindre les objectifs. Mais est-ce qu'il y a des stratégies qui sont... Bon, vous avez parlé de ces résultats. Est-ce qu'il y a actuellement des stratégies que vous mettez en place? Ça va être vos derniers mots pour cet entretien. Il y a des stratégies qui sont mises en place parce que nous collaborons avec les organisations de défense des droits humains et l'ARS m'implique dans les activités. Donc, tout ce qu'on fait dans le domaine de la promotion ou de la protection des droits et devoirs, je suis invité en tant que présidente ESAP et j'apporte mon opinion. Je travaille aussi avec d'autres associations qui sont sur le terrain. Et je voudrais déjà vous dire que l'activisme, disons les résultats de notre activisme a été même reconnu mondialement. En 2017, j'ai été distinguée, j'ai été nominée à Genève, sage-femme leader en Afrique subsaharienne pour l'offre des soins et services de qualité. Plusieurs pays ont postulé, mais il fallait retenir 4. Et à cause d'Annick, le Bénin est sur la liste. Il y avait le Tchad,
la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso et le Bénin. Mais au-delà de cela, j'ai grâce à Annick, parce que c'est positif, oui. L'autre ambition qui a été satisfaite, c'est que j'ai eu la chance d'être reçu par le Père de la Nation et j'ai été nommé en tant que chef pôle assistance aux victimes à l'Institut national de la femme. Et de l'autre côté, à travers mon plaidoyer, la riposte aux violences gynécologiques et obstétricales a été prise en compte et se retrouve maintenant sur le dépliant. Donc, je suis vraiment satisfaite. Oui, c'est du rêve à la réalité. À la réalité. Je dirais satisfaction totale. On ne pourra pas continuer. On a juste quelques instants pour travailler. Merci, Madame Annick Nonohou. Grâce à vous, on a pu entrer dans le droit des femmes, des parturientes, des patientes. Et des naissances. Oui, ça, c'est très intéressant. Merci d'avoir pousser le rêve jusqu'à la réalisation, jusqu'à ce que ce rêve devienne une réalité. Nous n'allons pas passer... Je vais vous prendre quelques secondes. Oui, allez-y. Toutes mes excuses. Je ne pourrais pas venir sur ce plateau sans remercier mon cher époux. Parce que ce n'est pas facile pour une femme mariée d'être activiste, de voyager à travers le monde. Mais il me permet d'être activiste, il me soutient, de même que mes enfants. Et je n'oublierai pas les R-Sapiens et les R-Sapiennes. Parce que sans eux, je ne peux pas être présidente. Donc il y a quand même des gens qui sont dans l'ombre, dont je ne vais pas citer les noms ici, mais qui m'accompagnent. Que Dieu bénisse tout ce monde-là. Oui, R-Sapiens, c'est quoi déjà? Et les membres du réseau des soignants amis des patients. Ah, d'accord. On les appelle R-Sapiens, R-Sapiennes. Approche ces gens. D'accord. Je voudrais bien être S-Sapien ou S-Sapien. Oui, S-Sapien. Vous êtes S-Sapien bien. Voilà. Merci Pat. Vous restez avec moi pour la suite de cette émission, de cette matinale. Oui. Nous allons ouvrir une page d'histoire dans cette émission et nous intéresser à des comme Annick Nonohou qui, par le passé, on va dire, étaient presque des féministes avant l'heure, des engagés, des activistes avant l'heure. Parmi eux et parmi elles, un très grand nom, Tassi Angoué, vous la connaissez, celle-là qui a régné sur le Dahomey. On revient sur son histoire et par le truchement d'Amandine Niambosso, nous allons questionner, on va dire, ce vaste chantier patrimonial que le Bénin a engagé. Tout de suite, Bénin en mouvement. Une héroïne absente des livres d'histoire, volontairement effacée. Elle s'appelle, j'allais dire, Tassi Angoué, une reine qui a régné sur le Dahomey au XVIIIe siècle. Son rôle dans la dynastie du royaume d'Abomey commence par être connu et répandu. Sa légende inspire aujourd'hui la création artistique et tout ceci s'inscrit dans un contexte où notre pays, le Bénin, a engagé un vaste projet de réhabilitation de la mémoire et des figures oubliées. Une vision qui place le Bénin au cœur des meilleures destinations privilégiées en Afrique pour le tourisme mémoriel, le Bénin de la culture en mouvement. On en parle avec Amandine. Amandine, bonjour. Bonjour à vous, Herman Rodrigue-Amégan. Comment allez-vous? Ça va bien. Mais c'est un plaisir. Mais je me sens comme... vous êtes en pleine forme. Un roi. Donc, comme un petit prince. Vous êtes le roi Patrick. Ah, merci. Je me sens comme un petit prince à côté du roi. Du roi Patrick. Ça me fait plaisir. Oui, c'est mon anniversaire aujourd'hui. Que je sois un roi. Merci. Alors, Patrick, allez, on va faire ça à la fin. Le meilleur pour la fin, pour vous souhaiter un gros joyeux anniversaire. Mais avant, on va suivre Amandine dans sa chronique. Amandine. Oui, bonjour à toutes et bonjour à tous. Nous recevons aujourd'hui M. Rondier Vigan. Il est acteur culturel et touristique. Et avec lui, nous allons parler de la résurrection de l'histoire coloniale du Bénin, réhabilitation des figures historiques, inauguration de nouvelles places et esplanades, réalisation d'œuvres artistiques majeures comme les fresques à la présidence de la République ou le mur tagué le plus long d'Afrique. Autant de chantiers qui participent bien sûr à redéfinir l'image culturelle et touristique de notre pays. Monsieur Vigan, bonjour à vous et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. C'est toujours un plaisir d'être sur votre plateau. Comment appréciez-vous donc la dynamique actuelle du gouvernement béninois en matière de réforme culturelle et touristique? Nous pensons que c'est une très belle initiative
très belle initiative parce que ça fait environ 23 ans que moi je suis dans le secteur des arts, culture et tourisme. Et tout ce que les touristes ou les voyageurs nous reprochent, c'est de ne pas suffisamment parler de notre Bénin. Notre Bénin qui a beaucoup de richesses, notre Bénin qui a beaucoup de choses à dire, à montrer et à démontrer, mais qui est au silence au niveau international. Donc aujourd'hui, avec la dynamique du gouvernement béninois, on pose les balises. On commence par montrer le Bénin nouveau, le Bénin patrimonial, le Bénin historique, le Bénin artistique, le Bénin touristique. Et c'est très bien. Vous êtes bien servi aujourd'hui? Tout à fait. Et l'ambition est encore grande. Le chemin est en train d'être fait et nous allons faire le chemin tout ensemble jusqu'à un aboutissement heureux pour nos enfants, pour nos arrière-enfants. Parce que ceux qui posent la base aujourd'hui ne seront pas ceux qui vont en bénéficier. C'est dans 10 ans, dans 20 ans. Vous savez qu'à l'horizon 2030, il y aura au monde environ 1,8 milliard de touristes. L'Afrique va recevoir environ 300 millions de touristes. Et le Bénin, comment le Bénin se prépare dans ce flux migratoire touristique? C'est pour ça que les chantiers sont lancés aujourd'hui. Il faut tout faire pour vendre la destination Bénin. Le Bénin veut se positionner. Le Bénin veut être présent sur les tours internationales. Le Bénin veut être présent partout, parler de son histoire, parler de ses traditions, parler de son patrimoine, parler du vécu de ses communautés. Et il faut faire ce qui est en train d'être fait aujourd'hui. Et nous remercions le gouvernement. Quand je vois le Vodou Day, ce que ça donne à Ouida, d'où je viens ce matin, quand j'ai été à Porto Novo sur le festival des masques de Porto Novo, ce qui a été fait, l'animation qu'il a eu à la place, au village du festival et tout ça. La place de la Ghanée à Niki. Exactement. Donc de ces genres d'attractions, il faut les créer un peu partout dans le Bénin pour que le voyageur ne se sente pas venir dans une période touristique, mais vient tous les jours. Parce que le voyageur veut aller tous les jours quelque part et il faut se positionner comme la destination phare, il faut se positionner comme la destination la plus brisée. Et donc, ce qui se fait au Bénin actuellement est un cheminement correct, est une démarche de vision. Et aujourd'hui, nous investissons beaucoup et demain, nous allons récolter beaucoup parce que d'ici peu, le tourisme va devenir le premier facteur de pourvoyeur de ressources pour les pays. Et l'Afrique va capter ce flux migratoire et ces mannes financières. Comment le Bénin se positionne et se positionne à travers ce qui se fait aujourd'hui. Donc, il faut encourager le gouvernement. Vous l'avez dit tout à l'heure, on a assisté à une réhabilitation et à une valorisation des figures historiques dans l'espace public. Il y a l'esplanade de l'Amazone, la statue de Bioguera. Quelle est, selon vous, la portée symbolique et éducative de ces choix? C'est un retour à notre histoire, c'est une reconnaissance à notre passé glorieux. Le peuple qui oublie ces vaillants hommes est appelé à se perdre encore. Nous étions perdus hier. Aujourd'hui, comme le Bénin, comme tous les pays d'Afrique sont en train de se réveiller, sont en train d'aller à la rencontre de leur propre histoire, sont en train de coller leur histoire à leur vécu d'aujourd'hui pour être debout. Un peuple qui oublie son histoire est un peuple qui est appelé à disparaître. Le Bénin fait un retour triomphal sur le passé glorieux de ces vaillants fils qui ont défendu ces couleurs, qui ont donné leur vie pour que nous soyons à l'aise dans ce Bénin de paix, dans ce Bénin joyeux, dans ce Bénin beau et bel que nous aimons tous aujourd'hui. Il y a des gens qui l'ont fait, il y a des gens qui sont décédés pour ça, il y a des gens qui ont perdu leur bien pour ça. Donc c'est très stratégique et très symbolique, très historique et très spirituel de leur faire revenir et d'aller en contact avec eux au-delà du monument, de créer aussi le lien spirituel pour que ces gens-là qui ont œuvré pour le Bénin d'hier continuent de veiller sur le Bénin d'aujourd'hui. Et c'est nous les héritiers du Bénin d'aujourd'hui. Et nous devons aussi travailler pour laisser un Bénin prospère aux héritiers de demain. Donc, il a la démarche physique qui est le monument que les gens viendront regarder et qui est aussi un facteur important pour le tourisme. Vous savez, la Tour Eiffel est le monument payant le plus visité au monde. 6 millions de visiteurs par an. Le Bénin ambitionne ça. Hier, le site le plus visité pour le Bénin, c'était Ouida, le temple des Pitons de Ouida. 23 000 touristes par an, composé plus de 70%. L'esplanade de l'Amazone. Exactement, c'est l'esplanade de l'Amazone, le monument le plus visité. Ça peut devenir le monument payant et devenir le monument le plus visité payant de l'Afrique de l'Ouest et du monde. On ambitionne tout ça. Les peuples créent un narratif autour de leur monument et les vendent cher. Je me souviens d'une carte postale que mon père a ramenée père à son ami, il a 30 ans. On a pris la photo de la Tour Eiffel, on a mis ça sur la carte et on a fait un trou. L'écrit qui entoure dit « Sors de ton trou et viens à Paris ». J'ai gardé cette phrase 30 ans après. Je dis « Mais sors de ton trou ». Donc Paris considère que tout le monde est dans un trou. Et si on vient à la Tour Eiffel, on est sorti de son trou. Demain,
Le Bénin va créer un narratif autour de ces monuments pour que le monde sorte de leur tour pour venir visiter le Bénin, pour venir visiter nos monuments et créer de la richesse. Parce que le tourisme le port va montrer ses limites, le coton va montrer ses limites. Et bien ce qui ne va jamais montrer ses limites, c'est notre patrimoine, ce sont nos monuments, ce sont nos histoires, ce sont nos cultures, ce sont nos masques, ce sont notre histoire. Et notre histoire est une histoire singulière. Et au Bénin, on ne peut pas parler de figure historique sans parler de Tassi Rangbe, qui a su donner une place de choix à la femme. Et aujourd'hui, on ne décide plus aujourd'hui sans la femme. Donc, on va marquer une pause pour suivre cet élément de Tassi Rangbe réalisé, bien sûr, par Edmond Rodrigue Amega. Sur les bas-reliefs qui retracent la dynastie du royaume de Danxoma, un nom est étrangement absent. Tassi Rangbe. Aucune trace. Pourtant, 3 ans durant, l'histoire enseigne qu'elle a régné sur le Danxomain entre 1708 et 1711. Ce documentaire, réalisé par Arnaud Zou, est l'une des toutes premières productions audiovisuelles sur le personnage. Il date de 2003 et est le produit du croisement de plusieurs sources orales qui attestent du règne de Tassi Rangbe. Il y a évidemment les témoignages, il y a les chants qui restent, il y a les panégyriques des familles, il y a toute une histoire qui se raconte à l'intérieur des collectivités, à l'intérieur des familles, mais aussi qui se raconte dans les cultes. Toute une histoire qui un peu différente, plus secrète, plus cachée, mais qui est aussi une source très très importante. Fille de Wegbaja, 3e roi du Danxoma, Tassi Rangbe est la sœur jumelle du roi Akaba qui prend la succession de son père à sa mort. À la bataille de Lisaison, opposé au Wémenon, le roi Akaba cède face aux assauts de l'ennemi. Selon l'histoire, il meurt atteint de variole. Sa sœur jumelle, la reine Rangbe, se charge de ses obsèques à l'insu des notables. Elle se drape de vêtements masculins et prend le commandement. Ainsi démarre son règne à la tête d'un Danxomain encore très patriarcal. C'est le début de 3 années tumultueuses entre coups bas, impatience d'un jeune frère et assassinat de son fils unique qui conduit à sa capitulation. 3 siècles après, et longtemps resté grand oublié, Tassi Rangbe renaît à travers les arts. En 2019, Florent Kwaouzoti publie Rangbe, la reine interdite. Il y a eu cette espèce d'omerta sur le personnage. Non seulement tous ceux qui sont proches de la cour royale ne veulent pas en parler, mais dans l'histoire officielle, elle est bannie. Donc j'ai fait mes enquêtes et cela correspondait justement à une période où il y a de plus en plus de publications sur elle. Deux ans après sa sortie, l'ouvrage est adapté au théâtre par les soins d'un tout autre dramaturge et metteur en scène, bien connu, du Sérail. Il a même fait une représentation au cœur du palais royal d'Abomey. Pour la première fois, je voyais un public béninois silencieux, muet. 3000 personnes devant un spectacle parce que ça leur parlait directement. Ils étaient demandeurs, mais ils se questionnaient en même temps que le spectacle se jouait. C'est une expérience très agréable à vivre et j'espère renouveler ça. Un jour, si j'avais les moyens, je retournerais le faire. Chez les Kwaouzoti, Tassi Rangbe est un personnage inspirant. Pour rendre son histoire accessible à un public plus large, notamment aux jeunes lecteurs, Sonia, l'épouse de Florent, commet une bande dessinée qui retrace l'épopée de la reine. Ici, Tassi Rangbe a bien un visage et des traits physiques. C'est vrai qu'on n'a pas d'éléments historiques qui nous permettent de dire qu'elle avait telle faciès, mais d'après les différentes sources, on nous a dit que c'était une belle femme, grande de taille et claire de peau. Des initiatives comme celle-là, Sonia n'est pas la seule à les porter.
La reine Tassi Angoué s'invite également dans le street art. Nous sommes au pied du mur de graffiti le plus long d'Afrique, 1300 mètres. À travers cette fresque, le collectif Assart inscrit la reine dans une vision afrofuturiste. Ici, la souveraine aborde une combinaison de cosmonaute. Elle va à la conquête de l'espace. Une reine contestée et combattue, mais dont l'héritage entre dans une nouvelle phase de rayonnement. On lui attribue la conception des Agodji, une armée d'élite exclusivement féminine, de redoutables guerrières, dont la légende va résonner jusqu'à Hollywood, à travers la super production The Woman King. Ce royaume a toujours été protégé par les Agodji, une armée de guerrières constituée de femmes rejetées par la société. Une reconnaissance mondiale qui vaut aujourd'hui au Bénin un soft power assez sur la culture. À travers la statue dressée sur le boulevard de la Marina, c'est les Minons, les Agodji et furtivement Tassi Angoué que perçoivent les populations. D'ailleurs, dans les projets gouvernementaux liés à la culture, un pont est réservé à la réécriture de l'histoire du Bénin avec une réintégration des figures oubliées. La science a évolué et les outils d'approche aussi ont vraiment évolué et c'est avec ça que les universités aujourd'hui sont en train de prospecter pour aller au plus profond afin de restituer la vraie histoire du temps romain, la vraie histoire du royaume de Hogonu, la vraie histoire de Kétou, etc., pour en faire un ensemble. Aujourd'hui encore à Abomey, les héritières de Tassi Angoué sont bien présentes et perpétuent la mémoire d'une souveraine audacieuse, une féministe avant l'heure. Voilà, Monsieur Vigan, comme vous venez de le constater, le Bénin attire aujourd'hui et inspire même au-delà de nos frontières. Pour preuve, on a le film Woman King qui a inspiré des Amazones et également l'influenceuse Sally qui a séjourné il y a quelques temps au Bénin, a réalisé une série après sa visite et Woman Land qui sera Motherland qui sera en avant-première dans les prochains jours. Déjà, c'est aujourd'hui. Quand elle a lancé déjà, c'est 30 minutes après, c'est le sold out. Qu'est-ce que vous pensez de l'élément que vous verrez dessus? Je pense que notre histoire peut être racontée à partir de nos créations artistiques pour le faire voyager mieux et le faire adhérer. Et je pense que toutes ces belles initiatives concourent à rendre le Bénin visible, à parler du Bénin au-delà de ses frontières et à attirer l'opinion internationale des voyageurs sur le Bénin. Et je pense que nous allons accompagner toutes ces dynamiques. L'État doit être regardant de toute cette marche qui s'opère pour que les balises qui se posent aujourd'hui soient porteurs de grands fruits pour demain. Et en tant qu'acteur culturel, qu'est-ce que vous faites exactement pour la capitalisation de tout ce qui est fait? Justement, il y a quelques années, le chef de l'État a dit « Je ferai de Ouida la première destination touristique en Afrique de l'Ouest ». Nous sommes partis de cette déclaration pour aller créer le carnaval international de Ouida que nous avons animé en décembre 2023. Des milliers de touristes, surtout afro-descendants, sont venus à Ouida, marcher dans les rues de Ouida et participer au carnaval. Aujourd'hui, c'est eux qui sont demandeurs de la deuxième édition de cette initiative et d'ici peu, nous allons donner la date de la prochaine édition pour dire que l'État est en train de faire ce qu'il fait. Il revient aux communautés, il revient à la jeunesse, il revient aux organisations de se positionner, de créer des activités attractives pour valoriser l'investissement qui est en train d'être fait aujourd'hui. Et en ce qui nous concerne à Ouida, tous nos projets sont en cours. Certains sont déjà réalisés, d'autres vont se créer encore pour capter l'attention internationale sur Ouida. Parce que ce qui nous concerne au-delà de tout le Bénin, c'est Ouida. Merci beaucoup à vous, Monsieur Vigan. Et Amanda Megan, ce sera tout pour ce matin. Merci beaucoup Amandine. Et je pense qu'on va suivre de près tout ce mouvement qui est en train de s'observer. Ce n'est pas qu'à Ouida, c'est dans tout le Bénin. Il y aura bientôt à Ouida le MIM, le Musée international de la mémoire et de l'esclavage. On a le bateau négrier qui est en train d'être érigé. Il y aura à Porto Novo le Musée international du Vaudou. Il y aura à Abomey le musée de l'épopée et des Amazones du roi de Dan-Romain. Il y a un certain nombre de travaux. Et il faut dire également qu'il y a tous ces sites-là qui sont en construction, mais également l'infrastructure routière accompagne. Donc on n'aura pas de difficulté pour joindre
tel site ou tel site, on ne parlera plus de telle route n'est pas bonne, donc on ne peut pas aller visiter tel monument ou bien telle esplanade. Donc, tout est mis en place pour vendre réellement la destination Bénin. C'est un vrai mouvement d'ensemble, comme on le dit. Merci beaucoup, Amandine. Vous passez une excellente journée. On se retrouve demain avec le même plaisir. Dernière escale, on va retrouver Marvin. Quand Marvin est là, c'est qu'on fait un tour sur les réseaux sociaux. Très bien. Ils s'y connectent pour s'amuser, apprendre, découvrir le monde, mais parfois ce monde virtuel se retourne contre eux. Les réseaux sociaux sont devenus le terrain de jeu préféré des enfants et les jeunes, un espace où l'on construit des amitiés, des rêves, mais aussi des illusions. Derrière les écrans lumineux se cachent pourtant des ombres, cyberharcèlement, dépendance, exposition à des contenus inadaptés, perte de repères. Ce qui devrait être un outil d'ouverture peut, mal utilisé ou sans accompagnement, devenir une porte ouverte aux dangers les plus insoupçonnés. Alors que nos enfants grandissent au rythme des clics et des likes, une question s'impose: comment protéger leur innocence et préserver leur avenir dans l'univers parfois trompeur des réseaux sociaux? C'est la question ce sont les préoccupations auxquelles va répondre Marvin et son invité. Bonjour Marvin. Bonjour Monsieur Eman, vous allez bien? Ça va, merci. C'est un plaisir, comme toujours, de vous recevoir sur Bonjour le Bénin. Aujourd'hui, nous parlons des réseaux sociaux et de leur revers. Comment protéger nos enfants dans un monde virtuel? Merci beaucoup. Et pour ça, j'ai une invitée, Majoie Runji. Bonjour Majoie. Bonjour Marvin. Vous allez bien, j'espère? Ça va super bien. Majoie Runji, elle est une pionnière pour la lutte contre le cyberharcèlement en Afrique de l'Ouest et au Bénin. Et elle se bat depuis des années pour montrer aux jeunes qu'on peut lutter contre ce fléau. Alors, les dangers des réseaux sociaux, il y en a énormément, comme on l'a dit depuis le début de la semaine. On a montré ce qu'il y avait. Et il y a le cyberharcèlement et ça touche les jeunes, les enfants et d'autres personnes. J'aimerais demander à Majoie, c'est quoi le cyberharcèlement? Le cyberharcèlement, c'est utiliser les réseaux sociaux, utiliser Internet pour pouvoir harceler des gens. On parle du harcèlement dans la vraie vie. Okay. Mais quand le harcèlement touche le numérique, on parle de cyberharcèlement. Le cyberharcèlement. Et souvent, en fait, comment ça se produit? C'est souvent les enfants, les jeunes qui sont ciblés où ça touche tout type de personnes qui est sur les réseaux sociaux. Ça touche tout type de personnes. Quand on parle d'Internet, c'est plusieurs personnes qui sont sur Internet. Okay. C'est plus de 5 milliards d'individus qui sont sur Internet. Oui. Donc ça peut toucher les vieux comme ça peut toucher les jeunes. D'accord. Vous avez été victime d'un cyberharcèlement. Qu'est-ce qui vous a amené à démarrer en fait cette lutte? Parce que quitter en fait de Majoie Runji tout simplement à pionnière de la lutte contre le cyberharcèlement, est-ce qu'il y a une histoire derrière? Bien sûr, il y a une histoire et c'est une très longue histoire. Déjà, je vivais le harcèlement au quotidien à cause de ma petite poitrine. Nous sommes au Bénin et quand les femmes ne sont pas en forme, c'est vite visible et ça peut les toucher. Oui. Donc, je vivais déjà le harcèlement et ça m'a amené à m'éloigner de la société parce que dans mon quartier ainsi que dans mon école, dans mon église, tout le monde parlait de ma petite poitrine. Oui. On m'insultait par rapport à cela et tout. Et j'ai commencé par m'éloigner de la vraie vie. Oui. J'ai commencé par développer un attachement aux réseaux sociaux. Une dépression. Et je me suis dit, Majoie, tu ne vas plus te faire des amis dans la vraie vie. Reste caché. Et j'ai appris qu'on pouvait se faire des amis sur Internet. Dans le temps, tout le monde parlait de Facebook et des réseaux sociaux. Je me suis dit, mais Majoie, tu es seule, pourquoi ne pas aller sur les réseaux sociaux pour pouvoir te faire des amis et tout? Et c'est comme ça que je me suis créé un compte Facebook. Okay. Je ne savais pas que le harcèlement que je vivais allait encore se développer sur les réseaux sociaux. Okay. Bon, c'est comme ça que mon harcèlement a débuté en 2017. Okay. Et un beau jour, je me suis retrouvée à 60 000 personnes sur mon compte. Le follower. Donc, on peut vous considérer comme un influenceur ou une influenceuse comme on aurait fait avoir plusieurs abonnés sur Internet, c'est pas être influent. C'est avoir juste plusieurs abonnés qui vous suivent. Oui. Pour devenir influent, il faut avoir une personnalité, un caractère qui touche les jeunes et qui peut les influencer. Je peux dire que je suis devenue influenceuse parce que sur des années, j'ai établi un lien avec
ceux qui me suivent, j'ai une réputation et ça pousse les jeunes à vouloir s'identifier à moi aujourd'hui et à vouloir et à être influencés par tout ce que je fais. Super. Alors, moi, je vais revenir sur M. Herman. M. Herman, est-ce que vous avez vécu ce type de cyberharcèlement sur les réseaux? Limite, vous voulez que je sois honnête avec vous? Oui. Je m'en fous. C'est pas la question. Est-ce que vous avez quand même vécu? Il y a des personnes parce que je ne laisse justement pas des personnes extérieures me dire ou me laisser penser ce que je sais de moi-même. Vous me dites il est gros, je m'en fous, c'est pas grave. Il est nul, je m'en fous. C'est pas votre opinion qui compte. En fait, je pense que le cyberharcèlement pousse ou touche fondamentalement les gens qui, à la base, n'avaient pas une grande estime d'eux-mêmes. Les gens qui, la plupart du temps, manquent d'estime de soi ou qui, mentalement, ne sont pas très costauds. Moi, mentalement, je sais que je suis quand même très, très costaud. Moi, je pense. Il y a très, très peu de choses qui arrivent à me toucher, hein, je peux vous assurer. Il y a vraiment très peu de choses. Surtout pas sur le cyberespace. Sur le cyberespace, je n'accorde même pas d'importance à ce que racontent les gens. D'où on revient en fait sur le débat où en fait le cyberharcèlement, ça touche principalement les enfants et les jeunes. Un enfant de 8 ans ou de 10 ans qui s'est créé un compte Facebook ou qui s'est mis sur les réseaux sociaux, qui reçoit des messages offensants, on te dit pourquoi tu as posté telle photo de toi, pourquoi elle est comme ci, comme ça. Bien évidemment qu'elle n'aura pas un mindset renforcé comme celui de M. Herman pour se dire je m'en fous de ce que les gens diront. Il y aura quand même une sorte de conséquence en fait à ça. Je dirais que ce que monsieur... Pour moi, je vais juste ajouter à ce qu'il a dit. Je dirais que tout le monde peut être, même si on a un mindset donné, on peut quand même être victime de harcèlement sur Internet. Et on peut se retrouver détruit du jour au lendemain. Nous avons vu des femmes comme Selena Gomez. Elle est forte, elle est puissante, mais à un moment donné, elle a commencé par pleurer sur les réseaux sociaux. Pourtant, elle a vécu le harcèlement pendant des années. Elle se montrait forte et tout, mais un jour, elle a pleuré sur les réseaux sociaux. Quand on parle de Selena Gomez, c'est 1 milliard de dollars. En termes de femmes, elle est une milliardaire, elle a... une carrière, elle a toutes les carrières en fait pour résister normalement à ce type d'action ou de danger des réseaux sociaux. Donc, je peux dire qu'un jour, il peut se retrouver dans le même cocon que mademoiselle Selena Gomez. Tout le monde peut être victime de cyberharcèlement. Mais vous avez parlé des enfants, effectivement, les jeunes sont vulnérables, mais ce n'est pas seulement les jeunes. Je vois que cherchent les enfants sur Internet. Voilà. C'est là la première question. Que cherche un enfant sur les réseaux sociaux? Moi, je dirais aujourd'hui qu'un enfant bien encadré peut être sur les réseaux sociaux. Non, mais je ne pense pas. Si il est bien encadré. Quand je parle d'enfant, je ne parle pas d'enfants de 12 ans, de 14 ans. Je parle d'enfants de, disons, 16 ans, par exemple. C'est un adolescent. C'est un adolescent, mais on constate quand même que dès maintenant, nos sœurs, je veux dire nos enfants, nos sœurs, en fait, déjà de 10 ans, arrivent déjà à créer des comptes Facebook et sont sur les réseaux. En fait, c'est comme si les parents n'ont plus la possibilité même de contrôler, en fait, là où va les jeunes. On se retrouve avec des petites sœurs de 8 ans, 10 ans, 11 ans qui sont sur les réseaux sociaux et qui postent des photos et qui reçoivent des commentaires encore plus exposés à la pédophilie sur les réseaux sociaux où les cas avec les dangers, en fait, là on parle de danger. Et en étant là, ils ne sont pas que victimes de cyberharcèlement. Elles s'exposent, ils s'exposent à beaucoup de choses. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il faudrait, même l'encadrement, même si l'encadrement y est, il faudrait quand même mettre la rigueur sur le fait que les réseaux sociaux, c'est délimité de tel âge à tel âge? Bien sûr, il faut le faire. Mais est-ce que ça se fait? Vous l'avez dit tout à l'heure, mais est-ce que ça se fait? Est-ce qu'il y a un mécanisme en place pour pouvoir surveiller les enfants qui sont sur les réseaux sociaux? Et est-ce qu'il y a du temps à accorder à leur accorder? Quand on parle Je pense que, Patrick, ça, c'est de la responsabilité des parents. Des parents qui arrivent à contrôler tout ce que font leurs enfants sur Internet. Je ne vais pas dire sur les réseaux sociaux parce qu'on peut être amené à utiliser Internet à des fins, je vais dire, éducatives, pédagogiques, à des fins d'instruction. Et donc, les parents mettent en place des mécanismes pour surveiller leurs enfants et qui ont accès à cet outil-là grâce à des logiciels, il y a des logiciels pour enfants qui peuvent retracer exactement l'hygiène numérique de leurs enfants sur les réseaux sociaux. Oui, en fait, moi je dis toujours que c'est une démission des parents. Quand je vois un enfant sur une plateforme
qui devrait être une plateforme de grandes personnes, une plateforme d'adultes. Je dis c'est la démission de ses parents. Oui. Parce qu'en tant que parent, il faut tout faire pour être derrière, devant, à côté de l'enfant. Ce n'est pas une question de surveillance militaire. C'est pas une cadre rapproché. Mais il faut veiller à son enfant. Lorsque vous n'êtes pas à côté de votre enfant, quand on dit à côté, ce n'est pas une surveillance avec bâton en main, non. Oui. C'est qu'il faut discuter avec l'enfant. Il faut communiquer avec son enfant. Lorsque vous communiquez, c'est vous qui l'aidez à être sur une plateforme numérique. L'enfant se sent à l'aise et ne va pas à la dérive. Et je Parce pense que la dérive, c'est qu'il s'inscrive lui-même tout seul et qu'il se retrouve... Normalement, Facebook, c'était... Il y avait un âge. Oui, 18 ans. Oui, 18 ans. Jusqu'à présent. Jusqu'à présent, c'est l'âge, mais... Les enfants sont obligés de mentir sur leur âge pour pouvoir avoir accès. Et je pense même que le problème vient déjà en fait de l'accès au téléphone portable dès un jeune âge. Absolument. L'accès au téléphone portable, on a déjà des tablettes éducatives où c'est sensible. Voilà. Sans connexion Internet, où les enfants peuvent le prendre pour... étudier. Donc, il y a des solutions aujourd'hui qui sont en train d'être expérimentées ou d'être proposées, notamment avant de s'inscrire sur un réseau social, demander à tout le monde une pièce d'identité. Mais là encore, ça pose la question de la protection des données personnelles. Nos données. Donc, c'est trouver vraiment le juste milieu qui est justement recommandé. Allez, Majwa, Marvin, on va vous souhaiter beaucoup de courage. Continuez par mener ce combat qui est combien important parce que tout le monde n'a pas la poigne, la carrure pour prendre la parole dans le cyberespace pour faire mener un combat comme le vôtre. Vous avez besoin de beaucoup de courage pour le faire. On vous souhaite beaucoup de courage. Merci. Et merci le courage beaucoup. Commence déjà par son prénom. Majwa. Oui, qu'elle garde ça en Mais elle a fait de 2017 à 2025 se présenter comme une pionnière. C'est quand même un travail assez remarquable. Merci beaucoup. Vous êtes la joie de tout le monde et Marcel est aussi notre joie. C'est pourquoi on l'invite à boucler l'émission. Marcel Arossi, il vient à boucler l'émission avec nous avec la revue de presse. Super. Marcel Arossi, bonjour. Présidentielle verrouillée, opposition contrainte. Ombedji en équilibre selon la presse. Ombedji, Adrien. Bien sûr. Et Gasquiani Info aujourd'hui décortique le code électoral révisé, compte les parrainages, calcule les équations et projette le pays dans un duel annoncé. Ici, pas de foire électorale où se pressent des dizaines de prétendants, mais une course filtrée, mais très filtrée, où seuls ceux qui possèdent la clé, le parrainage, peuvent franchir la ligne de départ. Gasquiani Info est clair, la stratégie de la mouvance désigne Romuald Wadaini comme le visage de la continuité et dépeint une opposition contrainte à l'unité par pure arithmétique. Quant aux indépendants, le code les a rayés d'un trait de plume. Le verdict du journal, une élection taillée pour le duel, une arène fermée, un combat où l'issue pourrait se décider dès le premier tour. Tenez-vous tranquille. Matin Libre, lui, prend à partie l'ancien maître du PRD, Adrien Ombedji, et dénonce ce qu'il appelle le dernier chantage. Depuis Toronto, le vieux renard de la scène politique dément avoir choisi un candidat. Mais derrière ce communiqué, Matin Libre soupçonne un marchandage à l'ancienne. Une manœuvre de négociation où les principes affichés masqueraient peut-être des intérêts plus personnels. Le journal interroge cette fois-ci, n'est-ce pas là une enchère lancée à la mouvance présidentielle? Et de conclure, tranchant, bien sûr, les temps ont changé face à un jeune candidat déjà adoubé. Les pratiques de jadis n'ont plus d'avenir au pays de Béhanzin. Le chantage politique, cette vieille monnaie, n'a plus cours au marché des ambitions nouvelles, estime Matin Libre. Et puis microcrédit à la FIA, la promesse relevée. Fraternité salue une ambition renouvelée après 47,4 milliards de francs CFA déjà décaissés lors des 2 premières phases. Le gouvernement embraye sur une 3e étape plus audacieuse. Cette fois-ci, le journal énumère les conditions d'accès, pièces d'identité, compte mobile money, groupe de caution solidaire et souligne l'innovation majeure. Cette fois-ci, le plafond des prêts double, passant de 100 000 à 200 000 francs CFA avec des
taux allégés et une assurance réduite à 0,35%. Pour Fraternité, le dispositif se muscle, les systèmes financiers décentralisés partenaires s'élargissent et la volonté sociale de l'État s'illustre dans une réponse adaptée aux besoins exprimés par les bénéficiaires. Le matinal met en avant la bonne surprise. La phase 3 entérinée en Conseil des ministres ouvre la voie à des crédits de 200 000 francs CFA sans garantie. Le quotidien rappelle l'histoire du programme né en 2020 et dépolitisé dès l'origine avant d'exhiber les chiffres flatteurs des phases 1 et 2. La nouveauté, Matin Libre, le matinal le rappelle aussi, un dispositif renforcé, très renforcé et plus incisif, inclusif aussi, remboursement flexible, baisse de l'assurance et intégration de 6 nouveaux systèmes financiers décentralisés pour une couverture désormais nationale. Pour le matinal, le microcrédit à l'AFIA, phase 3, nourrit une ambition claire, transformer le social en levier durable de développement, surtout pour les femmes et les artisans en République du Bénin. Merci Marcel Ahossi pour ce tour d'horizon de l'actualité telle que vue par les canards. Vous passez une excellente journée. Merci beaucoup. Marvin, merci, à demain. À bientôt, Majoie. Merci. À demain, Pat. Oui, à demain. Herman, Marcel, Marvin, Majoie. Moi, c'est pas Patrick, c'est Patrick. D'accord. Et Patrick fête 1 an de plus. On vous souhaite un joyeux anniversaire. Merci. On vous souhaite d'être toujours avec nous sur Bonjour le Bénin. Vous apportez beaucoup d'éclat, beaucoup de lumière dans votre vie, Patrick. Merci, merci. Vous n'êtes pas le doyen des jeunes, ni le jeune des doyens. Vous n'êtes rien du tout de tout ça, mais vous êtes juste un homme libre qui arpente son quotidien pour apporter un peu de joie dans le cœur des siens. Merci, Pat, pour ce que vous êtes pour nous à la rédaction. Merci. Et tout ce que vous faites sur la matinale Bonjour le Bénin. Merci, merci. Bonjour le Bénin, ici s'arrête donc ce numéro de ce mercredi. Merci à toutes les équipes rédactionnelles et techniques réunies autour du duo d'Amazon, finalement, on va dire. Christelle Sabouran et Karamat Abouatao. Retrouvez-nous demain quand il y aura très exactement 7h, 6h universel. Ici à la portée, vous très bien au revoir. Bon mercredi, bon jeudi à tous et à chacun. Paix et joie dans le monde. Salut. Merci.